Je suis sûr que tu as déjà cherché des podcasts sur Harry Potter partout. Pas dans la section réservée, j'ai dit non, tu sais quoi? Maintenant, vous dites que je parle bien. Je voulais revenir aux origines. Aujourd'hui, j'ai voulu revenir aux origines pour que vous le remarquiez. Mais sais-tu pourquoi je parle mal? Parce que j'imite Hermione. Alors j'ai révélé le grand secret. Tu sais qu'Hermione ne dit pas dans la section réservée. Tu comprends? Dans le doublage, c'était une façon de rendre hommage à Hermione Granger, qui a fini par devenir une erreur. Et j'ai dit, Tu sais, maintenant tout s'explique, tout a du sens. Mais alors, l'imitation est aussi fausse. Parce que le ton, l'intonation avec laquelle elle parle est différente. c'est vrai, je ne sais pas ce que j'avais en tête. Mais tu vois, ça fait partie du patrimoine de notre podcast. Je veux que tu gardes ça, s'il te plaît. Je vais le garder. Je pense, d'accord? Ça marche. Pour l'hommage à notre doublage. Désormais, tu n'arriveras plus à mal parler. Tu parleras ainsi. Il faut que ce soit naturel. C'est ça. Le gars est devenu tout raide, tu vois? Avant, il y avait quelque chose de naturel dans l'erreur. Maintenant, l'erreur est forcée. Répétez, non, ça ne marche pas. On commence ici cet épisode au chaudron baveur. N'oublie pas de t'abonner si tu regardes sur YouTube. Mets un like, laisse ton commentaire ici pour te tenir compagnie le vendredi. Et si tu écoutes sur Spotify ou d'autres plateformes audio, qu'est-ce qu'on fait chez Go? Mets 5 étoiles et laisse ton commentaire sur YouTube et Spotify. C'est important de nous évaluer. Soutiens-nous en mettant un like sur la vidéo et bien sûr le QR code du moment Berador est toujours à l'écran pour que tu puisses nous envoyer ton message qui sera répondu à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, nous avons une mission importante ici. Aujourd'hui, on va jouer les avocats, mec. Oui? Nous allons parler de personnages qui ont été injustement traités. Allons-y, injustement traités. Dans le film de Harry Potter, tous. Tous. J'allais dire exactement ça. Tous, tous. Mais je pense que d'autres, et on va approfondir et en parler, d'autres ont même eu plus de rôle, plus de place que le personnage dans les livres. Oui. Je pense que le principal, Waouh, j'évalue. J'évalue pas seulement par le temps du personnage, tu sais, genre le temps à l'écran, non? Parce que bien sûr, Harry a plus de temps à l'écran. Ça ne veut pas dire qu'il a été un personnage bien exploité ou qu'il n'a pas été lésé. Harry lui-même. Je pense que je vais commencer par celui-ci, par le protagoniste. Harry a été lésé, oui, dans les films, parce que toute sa personnalité a été sapée, tu comprends? Harry est un gars sarcastique. Parfois, il a une certaine arrogance, tu comprends? Ça fait partie de sa personnalité. On ne le voit pas provocateur alors qu'il y a des répliques de Harry qui sont sensationnelles. Quand il n'a plus peur de son oncle et sa tante, là, parce que dans le premier livre, c'est cet enfant qui, tu sais, est maltraité. Et tout ça. Quand il découvre qu'il est un sorcier, Non. Là, il commence à changer la donne un peu. la situation change. Harry, dans les livres, Harry prend vraiment de l'épaisseur à partir du prisonnier, mais je pense que tu vois vraiment ce côté plus mature de Harry, surtout dans l'Ordre du Phénix. Mais il y a des passages très célèbres. Pas besoin de m'appeler monsieur. Monsieur. Professeur, Harry dit ça à Rogue. Pour ceux qui n'ont jamais lu Harry Potter, il y a beaucoup de scènes sympas dans ce genre. Harry, c'est ce personnage-là. C'est pourquoi quand on voit ces vidéos du doubleur de Rebelde, on dit que c'est la personnalité de Harry dans les livres, car il est ainsi. Tu as vu la vidéo avec Harry et Seamus Finnegan où ils échangent le doublage? La garce de ta mère. c'est... Tu as vu cette vidéo? Je me demandais si c'était vraiment comme ça dans le film ou si j'ai oublié. Parce que non, Harry n'a pas... Non. Je sais, Harry a une classée plus 18 ans. Je ne sais pas si le Harry des livres, même cette garce-là, mais mec, j'ai dit mince, mais ce n'est pas très Harry. Non, ouais, bah, le Harry des livres est vraiment cool comme ça, tu sais. Il a une personnalité très très forte. Il est vraiment vénère comme ça. Et j'aime bien, même avant même qu'il découvre qu'il est sorcier, il y a ce moment où il répond à Dudley. Même, tu vois, Dudley le frappe. Les gars le retiennent et Dudley le frappe. Ses lunettes rafistolées montrent qu'il se faisait souvent tabasser, mais il arrivait encore à se moquer de Dudley. Il y a une scène coupée où, en essayant les robes de l'école, il fait un commentaire du genre je ne vais pas sortir ou quelque chose comme ça. Ça ressemble à de la vieille peau d'éléphant. C'est ça que je veux voir. Exactement. Le Harry moqueur, c'est voir Duda et penser son uniforme scolaire ressemble vraiment à une vieille peau d'éléphant. C'est très bien. J'ai vraiment envie de voir ces moments-là, tu sais, du Harry insolent, du Harry... Parce que c'est sa façon de se défendre. Et il était maigrelet et chétif. Il ignorait pouvoir faire de la magie. Les choses se produisaient sans qu'il puisse les expliquer. Donc il a comme arme cette insolence.
Et puis, bah, il y a une partie que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans Le Prisonnier d'Azkaban, la bande de Harry, c'est quand il demande à Walter de signer le formulaire pour Préolard. Préolard, ouais. Et là, Walter dit: «Pourquoi je ferais ça?» Et Harry répond: «Je sais pas, hein?» Guida arrive. Peut-être que j'oublierai l'histoire qu'on a inventée, que j'étudie dans une école de Moldus. Peut-être que je pourrais lui parler de Poudlard. Autrement dit, il en profite déjà. Tu vois, il menace un peu son oncle, tu comprends? Et l'oncle Walter, il est là, genre, tu ne ferais pas ça. C'est que ils n'ont jamais, les Dursley n'ont jamais, ils ne savent pas comment gérer cette information qu'il est sorcier. Donc, ils vivent comme ça. Eh bien, Harry, à partir du moment, c'est pareil, non? On a dit que je ne peux pas utiliser ma baguette, la magie, cet été. Mais eux deux, ils... Les Dursley le savent. Ils ne le savent pas. Exactement. Donc pour moi, il fait déjà partie de cette liste de personnages injustement traités ici, tu vois. Pas à cause du temps à l'écran, mais à cause de la personnalité complètement modifiée. Parce que, franchement, soyons honnêtes. Bon, de mon point de vue, c'est clair que chacun peut avoir le sien. Mais pour moi, Harry dans les films est un idiot, tu vois. Il est tellement idiot que la plupart du temps, on a l'impression qu'il a juste de la chance, qu'il fait les choses, mais par chance. Et ça, je ne dis pas seulement du côté moqueur, je parle aussi du côté instinctif de Harry. D'accord. De son côté habile, justement, tu vois. Du genre, mais parfois, même du côté de faire un truc comme ça, est-ce que j'y crois? C'est ça que je vais faire? D'être persévérant, tu vois. Et ça n'a pas été mis dans les films. Non, tu vois. Donc cet aspect de sa personnalité, dans l'ensemble, elle me manque. Tu comprends? Ouais, les scénarios des films, ils, ils ont pris une direction dont je pense qu'on doit parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Par exemple, Steve Kloves, qui était le scénariste des films à l'époque, il avait ses préférences. Oui, il avait ses préférences pour certains personnages, des personnages qui devaient avoir plus d'importance. Parce que je vais même citer l'exemple d'Hermione elle-même, d'accord? Hermione elle-même était la préférée de Steve Kloves. Oui, il ajoutait plus de scènes avec Hermione car il appréciait ce personnage. Mais tu peux faire ça sans forcément diminuer les autres. Oui. C'est ce qui est arrivé à Ron. Ron Weasley est un autre personnage complètement lésé. Rupert Grint, il est merveilleux. Oui, j'aime beaucoup Rupert. Je trouve qu'il a fait un Ron, franchement, c'est parfait. Son Ron Weasley est presque la perfection. Oui, je trouve qu'il arrive à être courageux. La scène des chevaux et des échecs dans Pierre philosophale est excellente. Elle montre bien ce courage. Cependant, il y a un grand danger à parler de l'humour de Ron sans faire en sorte que le personnage ait l'air de ne vivre que pour faire des blagues. Faire des blagues à ce sujet. Et j'ai vraiment peur, bien sûr, c'est quelque chose que je vais critiquer si la série HBO continue comme ça, c'est-à-dire traiter Ron uniquement comme un élément comique dans chaque scène. Oui, Ronnie a des moments dans les films où on peut compter sur les doigts les fois où il est pas drôle, tu vois. Par exemple, il y a le moment des échecs, oui, tu vois. La chambre des secrets, oui. Mec, c'est ça. Il n'y a même pas un moment de tension dans le film où il n'est pas drôle. Quand ils trouvent la peau du basilic, ils entrent dans la chambre des secrets, ils frappent Gilderoy avec une pierre sur la tête, c'est drôle. Ouais, parce que je pense que le run de la Chambre des secrets, il s'est passé quelque chose là, parce que c'est vraiment le film où Rupert fait le plus de grimaces. Oui, Expressif, il est très expressif dans la Chambre des secrets. beaucoup. Et tu sais, j'adore cette partie avec les araignées, ouais, je trouve ça drôle. C'est vraiment très drôle, mec. Il a vraiment brillé à ce moment-là, oui. Mais je pense qu'à ce moment-là, peut-être qu'ils se sont dit, mince, ce garçon, il fait bien ces trucs-là, alors mettons plus de choses drôles pour lui. Oui. Exactement, c'est possible aussi, je suis d'accord, je suis d'accord. Et donc le moment où, du moins, je me souviens d'une grande tension pour Ronnie, c'est quand ils se disputent. Avec Harry dans les reliques de la mort, c'est aussi une excellente scène. Dans la coupe de feu, il montre sa jalousie envers Harry, non. Mais mec, après, ce sont des moments comme ça, donc tu vois, il y a 3 moments dont on peut parler ici à propos de Ronnie. Waouh! Le plus sérieux, le plus, tu vois, c'est vrai. C'est dans la pierre philosophale, au moment de l'attaque aux échecs, tu comprends? C'est la partie 2 Du combat dans les reliques de la mort, du combat dans les reliques, dans la coupe, en détruisant aussi l'Orcrux, n'est-ce pas? en détruisant l'Orcrux, ça, tu comprends? Il y a peu de moments où il montre sa véritable essence. Oui, dans le livre, c'est un personnage drôle, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, il l'est. Mais je pense qu'ils ont fini par exagérer un peu trop. Et quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est qu'ils enlèvent ces répliques
pour les donner à Hermione. Et toi? Parce que Hermione, elle est... Voilà ce qui se passe avec Hermione, n'est-ce pas? C'est une Némoldue. D'accord. Aussi intelligente qu'elle soit, avide de savoir, dévorant des livres pour apprendre des choses, elle est arrivée à Poudlard en sachant, c'est certain, plus que n'importe quel élève de première année. Ça, c'est indiscutable. Certaines choses sur le monde des sorciers lui échappaient, car elle relevait de l'expérience de ce monde. Dans les films, ils l'utilisent pour expliquer. Franchement, la définition de nez moldu, être expliqué comme ça, je crois que dans la scène de la cabane de Hagrid, il y a quelque chose qui n'est pas dit par Ron. Non, c'est elle-même, tu vois, c'est elle qui sait. Dans le film, c'est elle qui le dit. Elle est vexée, tu vois. Et c'est elle qui dit, franchement, c'est la pire insulte pour quelqu'un comme moi. Elle n'aurait pas dû savoir ça. Elle ne sait pas car elle n'a pas vécu cette expérience. Non, si c'était une théorie, d'accord, comment elle sait, j'ai lu ça dans Poudlard, une histoire. Oui, exactement. D'accord, elle a lu, elle est les sorts, elle a lu les théories de tous les sorts, d'accord. Mais ça, le sang, là, le préjugé sur le sang, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Et Ron pourrait très bien l'expliquer. Ron, c'est bien lui qui l'explique dans le livre, non? Oui. Il y a une scène que je n'aime pas dans l'Ordre du Phénix, c'est quand Ron parle, ils sont là dans l'armée de Dumbledore, et Ron dit un peu « Je vais y aller mollo avec toi ». Oui, tu vois, comme si tu ajoutais une couche au personnage qui n'en a pas besoin. Autre chose, comme tu as dit dans la scène où Severus Rogue dit « Tu n'en as pas marre d'être une intello de tout savoir ». Et là, Ron, il dit un peu, Il a raison, oui, dans le film. Et dans le livre, il prend une retenue pour avoir défendu Hermione. exactement. Et Ça enlève un peu de ce qu'est le personnage parce il défend Hermione, il prend une retenue pour ça, il l'aime bien, il défend l'amitié de son ami et dans le film, ça donne juste l'impression qu'il se moque d'elle. c'est toujours le jeu du chat et de la souris dans le film, non? Oui, ils sont toujours ainsi. Oui, pour moi, Ron est aussi l'un des grands injustiers, surtout à cause de cette grande suppression de ses répliques, comme cette scène dans Le Prisonnier, dans la cabane hurlante. Si tu veux tuer, si Harry. Il faudra nous tuer aussi. Oui, dans le film, c'est Hermione qui s'interpose et dit non, si tu veux tuer Harry, il faudra nous tuer aussi. Mais c'est Ron qui était blessé. Il dit vas-y, lève-toi. Et là, Sirius lui dit encore assieds-toi, sinon ta jambe va empirer, tu vois. Et Jean, ils ne comprennent rien. Donc ça enlève aussi une couche de lui, tu vois. Et puis ils ajoutent des choses inutiles, là, comme lui qui fait des blagues tout le temps, qui fait le malin, qui se met contre Hermione dans des situations où il ne se mettrait pas contre elle. Parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin, parce que dans le livre, c'est déjà là. Dans le livre, il s'oppose parfois à Hermione et la trouve agaçante. Inutile d'inventer cela. Exactement. Honnêtement, je ne me souviens pas, ça fait très longtemps que j'ai lu La Coupe de Feu, je ne me rappelle pas si c'est la scène où elle dit que Krum l'a invitée. Peut-être que la scène où Rogue lui tape sur la tête est ailleurs dans le livre, mais je ne m'en souviens pas vraiment. Mais c'est aussi une scène où, tu sais, personne ne te dit, où il dit, où elle ne croit pas vraiment que quelqu'un l'inviterait, mais dans le livre, ça ne te marque pas. Non, dans le livre, lui non plus. Il n'y croit pas, il ne fait pas confiance. On parle d'injustice envers les personnages, on parle du trio, mais dans le cas d'Hermione, en fait, elle n'a pas été lésée. En réalité, je pense qu'elle a été très avantagée. Avantagée. Mais je crois que même cela peut être considéré comme une injustice pour le personnage, pour le développement du personnage. Alors, la communauté, tu sais quoi? On a vu Harry Potter et l'enfant maudit. Toi aussi, non? Mec, Rose est super agaçante, exactement comme Hermione le serait. Exactement. Tu comprends? Hermione, elle est juste. Mais en beaucoup plus marqué, tu vois. Oui, Franchement, parce que Hermione, dans les livres, elle finit par énerver. elle est autoritaire. Autoritaire. Elle a vraiment ce côté-là. La première scène où elle arrive dans l'Express, la première chose qu'elle dit, elle avait déjà ce ton autoritaire. Elle est autoritaire. Elle est inflexible, tu vois, sur beaucoup de points, mais Comme ça, Moldieu, je ne sais pas. Je pense que tu dois avoir un peu, non pas forcément, mais je ne sais pas, arriver avec humilité. Si elle ne connaît pas, c'est qu'elle s'est vraiment accrochée à la théorie à force d'étudier et de tout faire. Elle est arrivée un peu plus, oui, bien sûr, oui. confiante. Oui, donc c'est un personnage qui a beaucoup de ça, tu sais. Peut-être que, justement, parce qu'elle est née moldue, elle finit par être autoritaire. Parce que, je ne sais pas, elle a tellement voulu faire ses preuves. Puisque, tu vois, elle ne vient pas d'une famille de sorciers. Alors, bon, elle doit étudier, étudier, étudier. Donc, elle finit par être un peu autoritaire à cause de ça. C'est vraiment dans sa personnalité d'être autoritaire. Et il y a plusieurs moments d'Hermione dans les livres qui sont vraiment agaçants.
Par exemple, ouais, je pense que parmi les moments où elle m'énerve le plus, bien sûr, il y a beaucoup de moments où elle est géniale et que j'adore vraiment. Mais il y a certains moments spécifiques avec elle, par exemple là dans Les Reliques de la Mort, quand Harry descend, genre, comme dans Le Prince de Sang Mêlé. Quand Harry dit Drago est un mange-mort, Drago est un mange-mort, c'est arrivé, il est un mange-mort. Et Hermione, non, ça n'a rien à voir, tu délires. Ron aussi, non, ça n'a rien à voir. Hermione est vraiment comme ça. Et Ron, pour ne pas la contredire, répète non, ça n'a rien à voir. Une chose que eux, Harry a raison, tu vois. Genre, ça m'énerve beaucoup. et ils ne connaissent pas Harry d'il y a 1 an, Exactement. Harry a déjà surmonté de nombreuses épreuves à Poudlard, alors faisons-lui confiance. Exactement. Ça ne coûte rien. Genre, ça te coûte quoi après 6 ans de faire confiance à ton pote? Et aussi les reliques de la mort, quand Harry voit, quand ils comprennent ce truc des reliques, que vraiment, qu'il y avait une baguette, qu'il y avait, tu vois. Après qu'ils vont chez le père de Luna, Hermione dit non, Harry, rien de tout ça n'existe. Ces choses-là n'existent pas. Ça n'existe pas, Harry, ça n'existe pas. J'ai la cape d'invisibilité. Ouais, mais la pierre, Dumbledore voulait me laisser ces choses, tu sais. Et là, Hermione devient folle. N'est-ce pas? En gros, n'est-ce pas? Hermione, oh non, ça n'existe pas. Il n'y a aucune raison que ça existe, je ne sais pas quoi. Et à la fin, quand là, Harry dit je suis descendant du frère de la cape, d'Ignotus. Et Hermione répond non, Harry, ça n'a rien à voir. Et genre, c'est vraiment ça, tu vois. Et elle, Disait que c'était un conte pour enfants. n'est-ce pas? Oui, elle ne veut pas admettre qu'elle a tort, tu vois. Ce genre de choses, ça n'existe pas chez le personnage, dans le film. Hermione, dans le film, est présentée comme parfaite et très intelligente, d'accord. Il n'y a pas de moment avec Hermione dans les films où c'est comme ça. Où tu sais, la personne qui regarde, moi, qui ne connaît pas le personnage, moi, la critique. Tu vois, genre, waouh, elle a fait quelque chose de mal, elle a été grossière, moi je sais pas, elle a été. Oui, tu vois, ça n'arrive pas. Dans le livre, oui, mais pas ici. Oui, dans la pierre philosophale, il y aura aussi ça dans la série, car toute l'histoire du troll et de l'attaque dans les toilettes est incontournable. Tu commences déjà à avoir de la peine pour Hermione, car les garçons sont vraiment durs avec elle, et maintenant, Lavande a été engagée, il y aura donc une actrice. Hermione est là, en train de pleurer dans les toilettes. Exactement. Alors, et je peux déjà voir Bella s'en sortir super bien, mec. Wow. Et c'est très difficile. Moi, tu vois, je n'ai jamais vu la performance de Dominique. Je n'ai jamais vu la performance d'Alastair. Mais je sens, encore une fois, qu'Hermione va voler la vedette. Mec, mais c'est parce que c'est bizarre, non? Pourtant, cette construction existe déjà. Hermione est déjà très appréciée. Franchement, qui n'aime pas Hermione? C'est ça, Parmi les héroïnes de la littérature jeunesse, c'est l'une des plus appréciées. elle est très appréciée. J'adore Hermione. Moi, vraiment, j'adore. Parfois, elle m'agace un peu dans le livre, à cause de son comportement. Mais c'est vraiment ce que le livre veut transmettre. C'est le sentiment qu'on doit ressentir, tu vois. Par exemple, un point sur lequel je suis vraiment d'accord avec Hermione dans les livres, c'est quand elle passe son temps à contredire Luna à chaque fois. Parce que, mec, Luna dans les livres est vraiment agaçante, mec. Ouais, c'est un truc. Elena a vraiment assuré parce que Luna dans les films, elle est, je la trouve un peu à l'ouest, mais bon, c'est la Luna des livres. Ouais, elle est un peu à l'ouest, non? C'est Evona Lynch, elle a vraiment bien joué Luna. Oui, la Luna des films, elle a une douceur, quelque chose qui fait qu'on l'aime tout de suite aussi. Ouais, hein. Mais la Luna dans les livres, comme c'est surtout des dialogues, elle arrivait souvent comme ça. Tu vois, dans un moment de tension, elle débarquait et genre, non, c'est parce que ça a un rapport avec un truc bizarre. Ouais, totalement aléatoire. Parfois, les gens sont tendus, puis quelqu'un arrive et veut donner exactement, créer du sens, et là, tu te dis non. Et il y a même un moment où Harry est super dur avec elle et avec Ginny, là dans l'Ordre du Phénix, tu vois, quand ils sont sur le point d'aller au ministère. Ouais. C'est quelque chose qui se construit petit à petit. C'est une relation qui se construit. Ce n'est pas une relation qui arrive d'un coup où ils sont déjà amis, comme dans le film. C'est quelque chose qui se construit. Donc, il y a Harry. En fait, ils apprennent à aimer Luna. Et nous, dans les livres, on apprend à aimer Luna. Mais les films font quelque chose qui, ça, c'est incontestable. Oui. Oui, les films font quelque chose qui, tout simplement, fait que les gens tombent amoureux des personnages immédiatement. Tu comprends? La personne jette un œil sur le personnage, il y a là quelques apparitions comme Luna, qui est un personnage très marquant. Et alors, les gens tombent déjà amoureux, tu vois. Mais dans le livre, moi personnellement, je trouvais Luna très agaçante. Très agaçante. Ensuite, évidemment, j'ai fini par m'attacher à elle, tu vois.
Son introduction, où elle dit des choses hors sujet, est très agaçante. Pourtant, j'aime ce genre de personnage et je trouve que celui-ci est injustement traité. Parce que Luna a beaucoup de sa personnalité dans les livres. Il y a beaucoup de Luna. Et je pense que, tu vois, il y a des moments où les gens sont cruels avec elle, où les gens, bah, tu sais, se moquent d'elle. Dans le film, ce n'est pas aussi caractéristique. On la voit dire, non, ils ont caché mes affaires. Au final, elle se retrouve juste sans chaussures. Ils ont caché mes affaires. Et c'est tout, tu vois. Il n'y a vraiment pas de moment. Il n'y a pas de moment où Hermione elle-même est un peu méchante avec Luna, tu vois. Elle fait une petite grimace dans la calèche au moment où elle est Dillois. C'est Dillois. Je veux dire, Luna et Ginny étaient déjà super amies avec Luna depuis toujours. Et le film ne le rend pas très clair. Pas très clair. Elles sont de la même année, Luna? Elles sont entrées la même année. C'est surréaliste, non? Elles sont arrivées la même année. Le film ou la série va-t-il ramener Luna seulement en saison 5 encore? Moi, je pense qu'elle pourrait déjà arriver dans la deuxième, au moins pendant la sélection, et être développée à la cinquième. Franchement, Ce serait cool, mais je doute qu'ils fassent ça. Je ne pense pas qu'ils introduiront des personnages importants. Qu'ils ont été créés pour être présentés à un moment précis de l'histoire. Contrairement à Cédric, qu'il est déjà dans le livre, mais Luna n'est mentionnée dans aucun des livres avant l'Ordre du Phénix. c'est vrai. N'est-ce pas? Alors, elle laisse. Ah, donc, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. C'est vrai. Elle n'est pas mentionnée. Il y avait un personnage qui serait elle. C'est cette Lily Moon dans la sélection. Waouh, même pas dans le premier livre, sauf que là, c'est Lily Moon. Mais ensuite, ce n'est plus elle. Il. D'accord. J.K. Rowling a changé. Et puis, Luna Lovegood est arrivée avec Ginny en deuxième année. Je pense que la série de HBO doit couvrir chaque année, les gars. Sauf quand Harry n'est pas physiquement là ou non, pas forcément. On va montrer la cérémonie du Choixpeau, non? Chaque année. Montrer la cérémonie du Choixpeau comme une façon d'introduire les nouveaux personnages de la saison. Oui, ce serait intéressant. Tu vois, par exemple, Colin Creevy, là, dans la Chambre des Secrets. Montrer sa répartition. Oui. Je pense que c'est lui. Ce serait sympa. Même si Harry n'est pas là, n'est-ce pas? Parce qu'ils perdent. Oui. Ils perdent à cause du Saul Cogneur, tout ça. Donc, mais la série a cette possibilité, oui, bien sûr, et elle a cet objectif de montrer des points de vue différents, ce que Hermione n'a pas vu. Hermione était présente là, dans la grande salle. Oui, donc elle a vu la cérémonie. Montrer juste un petit extrait ne... Il n'est même pas nécessaire de montrer la cérémonie en se concentrant sur la cérémonie. Par exemple, on montre Hermione inquiète, regardant au loin parce qu'il n'arrive pas. Colin Creevy, Gryffondor, tu vois? Parfait. Parfait, c'est ça. Tu vois? C'est un truc sur lequel on peut bosser. Les gars, parmi le trio ici, Harry, Ron et Hermione, dites-nous dans les commentaires qui, selon vous, a vraiment été le plus lésé dans l'adaptation cinématographique. Vous avez une préférence? Vous pensez qu'un certain personnage a été lésé? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous nous écoutez sur Spotify, laissez aussi votre avis ci-dessous. Un autre personnage que j'aime beaucoup, personnellement, et que je trouve être l'un des personnages les plus sympas de Harry Potter, c'est Neville Londubat, non? C'est Neville. Neville, franchement, je pense que son histoire a été très mal racontée dans les films. Je ne suis pas là pour parler uniquement de coupure, mais après avoir vu l'Ordre du Phénix, on pense que les parents de Neville sont morts. Oui, c'est vrai. J'ai même enregistré hier un épisode du Chaudron sur ce que les films laissent en suspens. Et donc, mec, je parle exactement de ça. Quand tu regardes les films, tu n'as aucune idée de ce qui est arrivé aux parents de Neville et tu as l'impression qu'ils sont morts. Ouais, il dit, ils ont été torturés par le sortilège Doloris. Il le raconte dans l'armée de Dumbledore, c'est une scène rapide. Mais bon, on découvre dans la coupe de feu que c'est une malédiction de torture. Ouais, mais jusque-là, ils pouvaient laisser entendre, ils ont torturé donc. Et ils ont tué, ils n'ont pas tué, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec eux? Et là, Sirius va même jusqu'à dire, tu vois, quand il montre la photo, ils ont eu un destin pire que la mort, si tu veux savoir. Dis quel destin, mec. Alors, c'est quoi ce destin? Alors, ne laisse pas ça sous-entendu parce que la scène où Harry voit Monsieur Weasley se faire attaquer par Nagini et qu'ils vont à Sainte-Mangouste, c'est vraiment génial. Une scène, mec, c'est une scène très triste. Et émouvant. Ça va être une scène dans la série qui a le potentiel d'être l'une des meilleures de la saison. Parce ça va être un épisode dédié au passé de Neville. De Neville, oui. Voir ses parents là-bas ne pas reconnaître qui il est, mec. Il est vraiment maltraité. Très maltraité aussi, vraiment. C'est un personnage qui est présenté comme un idiot depuis toujours. Non, le film n'explore pas son insécurité, il n'explore pas à quel point il était peureux parce qu'il ne se trouvait pas courageux. Dans la chambre des secrets, il pensait être la victime du basilic.
Même s'il vient d'une famille de sang pur, il pensait qu'il allait être la victime du basilic, parce qu'il ne se trouvait pas assez bon. Cela vient de l'enfance, de la famille, tout ce qui n'est pas calculé. Je me demande même si sa grand-mère pourrait déjà apparaître à King's Cross dans la série HBO. Ce serait sympa, parce que ça la montre en train de lui donner, pas une réprimande. Oui, bah, il a perdu le crapaud. Tu vois? Je pense que ce serait déjà bien dans le film. Ils l'ont même mis en arrière-plan avec lui, sans dialogue ni rien. Sans rien, tu vois? Et c'est un personnage pour lequel je ressens que il a un passé très difficile, c'est très triste. C'est l'histoire de Neville. Ils auraient pu mieux explorer ce passé pour développer davantage le personnage. Exactement. Et même l'évolution du personnage, n'est-ce pas? Dans le film, elle est superficielle. Qu'il veut se prouver. Dans le film, elle est très superficielle. Mec, dans l'Ordre du Phénix, après que les Mange-Morts s'enfuient, Neville, il s'investit tellement dans l'armée de Dumbledore. C'était... Tu vois, Harry est en train de décrire ça, non? Neville a été celui qui a le plus évolué parmi tous les membres de l'armée. Il n'a juste pas maîtrisé ce sort plus vite qu'Hermione. C'est-à-dire, C'est celui qui a le plus changé, je m'en souviens. Tu vois? Et il est arrivé dans les reliques de la mort, il passe devant le tableau d'Aberforth, aux têtes de sanglier, et on voit Neville avec les cheveux longs, tout abîmés. laissez, oui. Eh bien, Il apparaît dans le film. Oui, il apparaît, mais encore une fois, il n'y a pas assez de temps pour montrer à quel point il a été important pendant la période où Harry n'était pas là, en considérant tu sais ce que la série pourrait montrer? Lui, Ginny et Luna, en train d'envahir le bureau de Rogue pour voler l'épée de Gryffondor. Non, c'est ça, genre, on entend juste parler, non? Dans la conversation que Harry entend entre Dean Thomas et le père de Tonks, il dit qu'ils sont en fuite là-bas. Donc c'est vraiment cool d'entendre ça, tu sais? oh, cette scène, je ne sais pas si elle est dans le livre, celle où il se réveille et il a l'air un peu idiot dans les reliques de la mort, juste avant de tuer Nagini. Une autre scène un peu bête, tu vois. Là, c'est comme s'il était complètement vaincu, il se réveille sans savoir où il est. Une scène humoristique qui pour moi n'était pas nécessaire à ce moment de tension dans le film. Il est juste là, le sortilège vole à côté de lui, tu vois. C'est le chaos, et lui, il se réveille parce qu'il a été étourdi. Mais bon, c'est un autre. Mais c'est un personnage qui a un énorme potentiel. Il en a, s'ils savent l'exploiter maintenant dans la série de HBO. Et la série de HBO, elle va prouver qu'il y a beaucoup de bons personnages. Et tu vas vouloir en voir un peu de chacun s'ils savent les exploiter. Oui, n'est-ce pas? Si on pense au personnage de Gryffondor, Geno Thomas lui-même, dont on a déjà un peu parlé, non? Non, Geno aussi, c'est Geno, c'est un personnage complètement effacé dans les films. Oui, il doit avoir quoi? 4 répliques dans le film. N'est-ce pas? Mec, c'est un personnage complètement effacé dans les films. Et toi, son histoire de fond est vraiment cool. Tu sais, celle de son père aussi. Dans les reliques de la mort, il ne retourne pas à Poudlard par peur d'être persécuté parce qu'il pensait être né moldu. Tu vois, son père a été tué par des mange-morts, mais il croyait qu'il avait abandonné sa mère. Et sa mère était une moldue, tu vois. Et la mec, on a Gino. Mais il finit par découvrir que son père, Non, il ne découvre pas. Je ne sais pas. D'accord. Ok. Je ne sais pas s'il découvre. Et puis tout à coup, il se retrouve là, dans la cave, enfermé, n'est-ce pas? c'est le genre de chose qui a été révélé après. C'est ça. C'était quelque chose qui était dans le livre La Chambre des Secrets. D'accord. Avec l'histoire de Nick Casis en tête. Mais l'éditeur l'a coupé. Regarde ça. Il a demandé de couper. Parce qu'en gros, c'était un peu trop dans l'histoire. Ce n'était pas nécessaire. Ça n'amenait nulle part. Donc c'est parti. Ensuite, ça a été publié comme un bonus, non? Ouais. On pourrait faire un épisode ici dans la session réservée sur ces textes. Non, ce serait vraiment sympa. Des textes qui ont été publiés, des faits qui n'ont été révélés qu'après les livres. Je pense déjà que c'est un sujet très intéressant. Ce sujet est très intéressant et révèle le passé d'Ombrage et de Lockhart. Oui, il y a beaucoup de textes ici, les amis. J.K. Rowling a écrit. À l'époque de Pottermore, il y avait encore ces textes inédits écrits par l'auteur. Et, mec, c'est aussi quelque chose que je me demande beaucoup, en mettant de côté, sans parler des polémiques autour de l'auteur, c'est qu'elle n'a vraiment plus rien écrit d'autre, n'est-ce pas? Oui. Son dernier texte inédit sur Harry Potter concernait la Coupe du Monde de Quidditch en 2014, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a eu les textes précédents Les Animaux Fantastiques, ceux de 2016. D'accord, c'est fini. Oui, la révélation des écoles de magie dans le monde, non? Je pense que c'était un peu tout ça. C'était en 2016. C'était en 2016, on parle d'il y a 10 ans, la dernière révélation inédite.
ou parce qu'elle a aussi cessé de tweeter et de répondre aux fans sur les réseaux, certains de ses messages étant moqués dans des articles? Non. Donc, ça s'est arrêté là. Avec tous ces noms, les gens disent chaque jour, nah, J.K. Rowling révèle un truc. Ouais. Alors qu'en fait, c'était des choses qu'elle n'avait même pas révélées. Oui, et J.K. Rowling, à l'époque de 2002, 2001, 2003, elle participait activement en partenariat avec les sites de fans, n'est-ce pas? Les sites de fans, les gars, avaient des podcasts. Par exemple, si J.K. Rowling venait ici s'asseoir pour discuter avec nous des événements de la série, n'est-ce pas? Donc, elle participait très activement à cela. Elle avait un contact très fort avec le fandom. Et je pense que Twitter, dans ce cas, elle utilisait aussi Twitter comme un moyen de maintenir cette relation. Toujours sur son site, non? Elle l'utilisait là-bas. Et il y avait beaucoup de choses. Eh bien, ces bulletins d'information de la Gazette du Sorcier, qui datent de 98, 99, 2000, il y a beaucoup de choses. Il y a des personnages qui ont été présentés là-bas avant d'être présentés dans le livre, tu sais? Oui, c'est vraiment génial. Ça me manque d'avoir des choses inédites, pour être honnête. Là, les gens vont dire, mais et l'enfant maudit? D'accord, les gars, 2016, c'est déjà passé aussi. Il y a 10 ans, c'est expliqué. Il y a une grande théorie selon laquelle elle aurait, entre guillemets, arrêté de publier des choses inédites après la réaction à l'enfant maudit. Tu crois? Parce que moi, je pense que ça a été un choc. J'ai vu quelques interviews d'elle lors de la promotion de la pièce. Et la pièce est un succès mondial, bien sûr. Elle rapporte des millions. Mais j'ai l'impression que c'était la première réception négative dans l'univers de Harry Potter, tu vois? Et je ne sais pas s'il y a des regrets. Je ne parle pas d'argent. Oui, je parle de regretter de l'avoir fait, d'avoir approuvé cette histoire. Et je ne comprends pas. Et c'est son univers. Qui suis-je pour dire ce qui est bien ou mal? Eh oui, bien sûr. Mais en tant que fan, je pense que c'était se tirer une balle dans le pied de simplement dire c'est canonique. Elle n'aurait pas eu besoin de le faire, n'est-ce pas? Elle aurait pu dire écoutez, non, c'est l'univers de la pièce, c'est un univers, vous voyez, c'est un truc. J'ai vu que ça avait du sens pour la pièce. Une histoire, mais tu sais ce que c'est? Caca, c'est une révélation très forte de dire que Voldemort a une fille et de dire que ce n'est pas canonique, tu vois? C'est une révélation très forte qui n'a aucun sens. Oui, non. Et je me sens encore un peu révolté, en fait, de croire qu'elle a approuvé ça. Oui, Non. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que je ressens avec J.K. Rowling? Elle a une personnalité qui donne l'impression qu'elle n'aime pas être contredite. C'est de ça. Tu vois? C'est donc, en gros, son univers. Avec son univers, elle n'aime pas être contredite. Donc c'est comme si j'ai dit c'est comme ça. Même si cela contredit ce qu'elle a dit, elle va jusqu'au bout. parce que moi, je ne vais pas revenir en arrière, c'est ça. C'est un truc comme ça, donc je sais pas. Je ne sais pas, tu vois, c'est une perception. Je ne dis pas que c'est ça, c'est bien sûr, c'est la perception que j'ai et elle peut être fausse. C'est une perception, mais je ressens un peu ça. Quand on lui a demandé c'est canonique, elle a répondu oh non, c'est canonique. C'est que à l'époque, il fallait vendre. Tout le monde, je pense qu'il y avait, évidemment, tout le monde savait que ça allait être un succès, mais il y avait une méfiance envers l'histoire. Certains se demandaient, je vais vraiment payer pour ça, cette histoire? Alors, je pense qu'elle a dû dire que c'était canonique parce que tout le monde vendait le truc comme une suite de Harry Potter. Est-ce que c'était La 8e histoire, 19 ans plus tard, de toute façon, on a déjà évoqué l'enfant maudit, maudite. Je ne vais pas m'étendre davantage, mais ce qui me manque vraiment, ce sont des textes inédits et des nouvelles pour élargir un peu le développement. Non, oui, non. J'adorais, j'adorais. D'ailleurs, il y a 3 livres que j'aime beaucoup. Ce sont ceux des histoires de Poudlard. Vous les avez déjà vus? Histoire de Poudlard. Oui, Histoire de Poudlard, pouvoir politique et poltergeist. Ce sont des textes écrits, une compilation. D'accord? Histoire de Poudlard. J'ai oublié les noms maintenant, mais ils ont un truc qui s'appelle passe-temps. Non quoi? Passe-temps imprévu? Non quoi? Passe-temps douteux? C'est vraiment sympa. Il y a par exemple un texte de Minerva, un texte de Lupin, un texte sur les loups-garous, le retourneur de temps, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce sont 3 petits livres numériques. Ils ont été publiés par Pottermore en 2000, en 2016 aussi. Très sympa. Oui, à l'époque où elle écrivait, son rêve était de créer une encyclopédie. Tu te souviens du gars qui l'a fait et a été poursuivi? Non? Tu ne t'en rappelles pas? À l'époque, je crois que c'était le personnel du site électrique avec Lexicon, quelque chose comme ça. Ah oui, je vois. Harry Potter Lexicon. À l'époque. Elle est même allée en justice contre ce gars-là. Sérieux? Au tribunal, au tribunal. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours dit clairement qu'elle voulait faire une encyclopédie. Oui. En évoquant ces histoires sur les personnages, je ne sais plus si c'était en 2006 ou 2005,
Ce gars-là a annoncé une encyclopédie de Harry Potter. Ça a fini devant le tribunal. Oui, il voulait donc compiler tout ce qu'il avait du site, n'est-ce pas? C'est une chose de faire le truc pour que tout le monde y ait accès. C'en est une autre de le faire pour le commercialiser. Surtout avec une marque déposée. Et il avait déjà dit qu'il allait faire ça, Exactement. n'est-ce pas? Mais ensuite, je pense que Pottermore a été une façon pour elle de publier ses textes qu'elle avait probablement écrits à l'époque où elle écrivait les livres ou le passé de chaque personnage. Oui. Mais au final, 10 ans sans contenu, n'est-ce pas? Un autre personnage, maintenant revenons au personnage injustement traité. J'aime bien qu'on discute et qu'on aborde d'autres sujets. C'est très naturel. Pour moi, Bartol Crouch Jr. est vraiment très injustement traité. Bartol Crouch Jr. Mec, son histoire est tout simplement coupée des films. Il est tout simplement le cinglé du coin qui sort de Poudlard. qui apparaît soudainement là. Le cinglé du coin qui envahit Poudlard était là. Oh, j'ai aidé Voldemort à revenir. Comment est-il arrivé là? Pourquoi est-il arrivé là? Et Bartol Croupton, ce n'était pas lui la première histoire, une blague? Tu demandes, qui a été le premier sorcier à s'évader d'Azkaban? Tout le monde dit Sirius. Ils disent Sirius Black, mais c'était Bartholomew, Bartol Croupton Jr. Oui, il a été passé en contrebande à l'extérieur. Raconte-moi, rappelle-moi un peu son histoire. Bartol Crouch Jr., c'était comme ça. Quand Bartol Crouch Senior était chef du département de l'application des lois magiques, Il était proche du groupe de Rogue, non? Il a étudié, il était genre quelques années au-dessus de Rogue, Crouch Jr. non, il était plus jeune. Plus jeune que Rogue? Plus jeune que Rogue, oui. Il avait environ 18 ans quand il a été emprisonné là-bas, à l'époque. 1981, tu vois? Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été arrêté. Tu vois? Le père Barty Croupton Senior était le favori pour prendre la tête du ministère de la magie parce qu'il occupait le poste numéro 2. Ouais, c'est ça. C'est le chef du département de l'application des lois magiques. D'accord. Au-dessus de ça, il n'y a que le ministre. Il luttait contre le mal, n'apprenait pas avec les mange-morts et avait autorisé l'usage des malédictions impardonnables. C'est Barto Croupton, oui, par les aurores. Et puis quand son fils a été attrapé, ça a été un vrai choc en pleine figure. Pendant la coupe de feu, tout ça dans sa carrière. Un coup dur pour sa carrière. Ensuite, il a fait ce procès contre son fils, c'était plus théâtral qu'autre chose, juste pour montrer. Genre, je le punis, même si c'est mon fils. Ouais, tu vois? Ça a affaibli sa carrière, il a complètement perdu la faveur pour devenir ministre de la magie et tout ça. Et sa femme, tu vois, est tombée malade à cause de leur fils, de voir tout ça. Et lui, tout simplement, il y va et obtient une visite à Azkaban. Grâce à son haut rang, il parvient à rendre visite à son fils à Azkaban, ce qui n'arrivait jamais. D'accord. Alors il y va, lui et sa femme, il accepte la demande de sa femme, qui était, disons, au bord de la mort, de faire sortir leur fils d'Azkaban et qu'elle prenne sa place à sa place. Alors ils prennent la potion, le polynectar, et changent de place. Elle reste à sa place, déguisée comme lui, et elle meurt là, tout de suite. Oui, c'est sous son apparence. Et Bartol Crouch Senior le fait sortir et le garde sous des sorts de contention et une cape d'invisibilité. Voilà comment il s'échappe d'Azkaban, ce qui n'apparaît pas dans le film. Oui, il apparaît comme un personnage complètement aléatoire. D'où il vient, comment il s'est échappé d'Azkaban, et si c'est le cas, pourquoi ça n'a pas été annoncé. Tu comprends? C'est un truc comme ça. La fin, là, genre, et qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, on a vu la ressortie de la coupe de feu au cinéma et j'ai remarqué comme le film clarifie la question de la potion polynectar. Quand tu t'arrêtes pour regarder à plusieurs moments, ouais, c'est vrai, c'est depuis que Maugrey en prend là. Ouais, la première scène de Maugrey, il entre, il prend déjà le truc et il boit direct. Il demande clairement, que boit-il? Je suis certain que ce n'est pas du jus de citrouille. N'est-ce pas? C'est parce que Maugrey, dans le livre, il ne... C'est vraiment bien pensé. Parce que Maugrey, il ne boit rien venant d'ailleurs. Il ne boit que ce qui vient de sa propre flasque. C'est normal de le voir boire dans sa flasque, tu vois? Et là, mec, pour moi, il est vraiment mal jugé. Vraiment mal jugé. Alors non, son histoire, qui est le point principal là dans Calice Calfogo, c'est comme ça que tout est arrivé. Comment Voldemort a-t-il su pour le tournoi des 3 sorciers et élaborer ce plan? Tu vois? Bertha Jorkins s'est coupé tout ce noyau qui explique le mécanisme du retour au pouvoir de Voldemort est tout simplement coupé. Dans l'ordre du Phénix, quand Azkaban est détruite et que tous les mange-morts s'échappent, Rodolphus Lestrange s'évade avec Bellatrix, n'est-ce pas? Oui, il s'évade. Et ce n'est même pas un personnage qui... Non, il est... Je ne sais même pas s'il est mentionné. Pas mentionné.
Non, c'est le mari de Bellatrix, mec. Ça n'est pas mentionné. Ouais, c'est un personnage qui doit apparaître. C'est porno. Putain, hein? Il y a encore ça? Ouais, mais ils ne s'aimaient pas. Ils se sont mariés juste pour... Ouais. Pour maintenir la... Mais c'est le cocu Rodolfo Lestrange. Mais mec, c'est bizarre parce que je regardais, tu vois? Parce que Bellatrix est black, quoi. Quand le nom Lestrange est apparu dans Les Animaux Fantastiques, tout le monde a pensé le parent de Bellatrix. Mais non, c'était le parent de Rodolphe Lestrange. Aucun lien avec Bellatrix. Je me suis mis à imaginer Rodolphe. J'aime bien qu'on prenne ma femme, tu vois. Tu sais, hein, ces couples qui cherchent. Dans l'équipe Tinder, le couple cherche de nouvelles expériences. Le couple veut s'amuser. Non, il a directement choisi Voldemort. Ça, c'est créatif. Il a immédiatement préféré celui à l'aspect plus serpent. Pour aller plus loin, regarde, Rodolphe Lestrange, Barthélemy Croupton et George Warner en sont aussi. Nous sommes maintenant dans la première saison de la série Harry Potter. Le professeur Quirrell lui-même, je pense qu'il n'est pas... C'est quelque chose qui ne... Le fait qu'il montre l'histoire de comment il a pris cette année sabbatique de Poudlard. Bon, Quirrell, aucun professeur ne reste plus d'1 an au poste de défense contre les forces du mal. Mais le professeur Quirrell, il ne dit pas qu'il ne... Non. Il sélectionnait. Étude des Moldus. Il a ensuite pris une année sabbatique et est resté là-bas pour chercher des indices. Honnêtement, le professeur Quirrell ne s'est jamais senti très sûr de lui, tu vois, professeur Quirrell. Et donc, il prend cette année-là, il se dit « Je veux être le sorcier dont on se souviendra pour... Je ne crois toujours pas que Voldemort soit vraiment mort. Je cherche encore de petits vestiges. » Et le gars en trouve. Donc, il en trouve et c'est vraiment génial le fait que quelqu'un comme Quirrell... C'est ça, c'est une quête. Dans les arts, Des ténèbres? il cherche dans les arts obscurs une grandeur qu'il ne possédait pas, tu sais. Et Quirrell est de la maison Serre d'Aigle. N'est-ce pas? Oui, Curvino. A étudié à... Poudlard, oui, les gens disent qu'il n'y a pas de sorcier mauvais qui ne soit pas passé par Serpentard. Oui, mec, et la série va mettre en valeur les autres maisons de Poudlard comme ça. J'espère bien. Elle va le faire. Je le sens parce que je pense que ça ne va pas rester seulement sur Gryffondor et Serpentard, Gryffondor et Serpentard. Non, il faut donner un peu de... élargir un peu. Élargir, mais Quirrell est aussi ce personnage qui... Je pense qu'il a été un peu lésé. Les professeurs, je pense qu'on a aussi des professeurs qui, je ne sais pas, n'apparaissent qu'à partir de la chambre des secrets, comme par exemple Chourave. Comme Chourave, elle n'apparaît qu'à partir de la chambre des secrets, alors qu'ils ont déjà des cours d'herbologie 3 fois par semaine en première année. Tu vois? Oui, cette routine d'études est devenue un peu rare, non? Tu vois, dans la pierre philosophale, il y a la scène. On passe à la scène du cours de Rogue, puis on passe à la scène du cours de McGonagall, et on ne voit pas ce qu'ils apprennent ou étudient, n'est-ce pas? Franchement, The Flitwick est aussi vraiment sous-estimé, mec. Notre Flitwick, c'est... Un pur ressort comique. Tu te rappelles quand des textes sortaient? Ces livres qui faisaient tomber amoureux. De Sprout, c'était un faux tweet qu'ils ont repris, non? Mec, l'éditeur a déconné. Mec, c'était Bloomsbury ou c'était... C'était Bloomsbury. Ouais, je me souviens plus, je crois que c'est publié ici d'abord, ça doit être du Royaume-Uni. Bloomsbury. Ils ont pris un faux tweet là-bas et ont dit que Flitwick avait une histoire, qu'il était amoureux de Sprout, mec. Et Flitwick, dans les livres, il n'est pas un nain, non? Il est juste un homme de petite taille, non? Il est vraiment petit. Il est vraiment petit à cause de sa descendance de gobelins. N'est-ce pas? Qu'il est métis entre... Pas directement métis, mais à un moment donné, dans sa famille, il y a eu un mariage entre un gobelin et un sorcier. Incroyable. Donc c'est pour ça qu'il a une taille un peu plus petite. Mec, mais il est mal jugé parce que Flitwick, il est champion de duel, Il est sorcier. extrêmement talentueux, et ils en font juste un ressort comique. C'est vrai. Et le truc, c'est que dans ces choses-là, par exemple... C'est subtil, tu vois, de toujours exploser. C'est une manie que... Oui, mais Seamus, il n'explose pas, mec, dans ses livres. Et ça t'était comme ça pendant tout le film, tu vois. Tout le film. Tu vois, c'est devenu une blague pour le personnage, de le faire exploser tout le temps. Exactement. Et là, je me dis, mince, mec, est-ce que le personnage se résume vraiment juste à ça? Ouais, il y a des personnages pour lesquels, tu sais ce que je ressens? On dirait qu'ils ne savent pas quoi faire de ce personnage. Et donc, on va dire, même si Simas a ses scènes humoristiques, mais Dino Thomas n'a rien. Ouais, Dino Thomas, genre, c'est... Il fait juste quelques mouvements de tête. Ara, tu vois. Et le rappelle tout, non? Qu'il demande aussi pour le limbrol dans la pierre philosophale. Mec, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo de la chaîne une fois, il y a très longtemps, qu'une des scènes les plus bizarres pour moi de l'histoire des films, c'est quand Voldemort fait ce rire-là dans Les Reliques partie 2, tu vois? Et juste après, il filme Dino Thomas et il a envie de rire. Les gars, Les Reliques de la mort, lancez le film. Voldemort va rire. Et la prise suivante, c'est celle de Dino Thomas qui veut rire.
Non, sérieux, c'est impossible de ne pas rire, tu vois. Alors, je pense que, en parlant de ça, bien sûr, on ne peut pas parler des personnages les plus injustement traités sans mentionner Lord Voldemort, n'est-ce pas? Voldemort affaibli. Waouh, mais c'est comme ça. Énervé à un autre niveau. Je trouve que l'une des choses les plus cool dans un film, c'est de connaître l'histoire du méchant, bien sûr. Comme Il est devenu. méchant, comment il a changé d'apparence. Il n'y a rien du passé de Voldemort dans les films, mec. Mec, notre. Il a juste tué Mimi Géniard. D'accord? Mais je pense que c'est cool parce que la série peut explorer. Il n'a pas de motivation. D'accord. Sa motivation, c'est waouh, je veux expulser le nom. Je veux tuer. Tu sais ce qu'il fait? Tu veux tuer des adolescents. C'est ça. Et non parce qu'il n'explique pas bien la prophétie. Il n'explique pas bien, tu vois, le passé de Voldemort, ce type, tu vois. Tout ce qui concerne son passé. Et du coup, il se retrouve sans motivation. Injustement traité aussi. À quel point il avait peur de mourir, tu vois. Je pense que la première saison de l'École des sorciers explorera bien ce thème, surtout avec l'introduction de Nicolas Flamel pour aborder l'immortalité. N'est-ce pas? À la santé. Santé, boubou. Mais non, ce n'est pas grave. Oui, pour parler de ça, Prends un Benegri, Pedro. parler de cette immortalité de Flamel contre l'immortalité de Voldemort, parce qu'il veut être immortel pour le pouvoir. Oui, il veut être immortel pour la connaissance. Ouais, c'est ça. Je pense vraiment que Voldemort est assez mal compris, un mec. Et regarde de quoi on parle. On n'a même pas encore commencé à parler des personnages. C'est-à-dire, on a parlé de quelques personnages un peu secondaires, tertiaires ici, non? Genre Dino, Sima. Oui, on n'a même pas encore commencé à parler des plus importants. Waouh, il y en a encore des plus importants. On parle ici des personnages principaux, tu vois. Genre, bon, bah, Voldemort, c'est le méchant de l'histoire. Oui, on en a parlé, comme dit au début de l'épisode. Si on réfléchit à l'adaptation, tous les personnages ont été, oui, un peu lésés. Oui, mais maintenant, en parlant de Voldemort, encore plus. Et tu sais qui je pense a été le plus lésé? Voldemort adolescent. Bien plus que Voldemort adulte. Parce que Voldemort adolescent, qu'est-ce qu'il a fait après avoir terminé ses études à Poudlard? Il cherchait déjà les Horcruxes. Où est-ce qu'il a travaillé? La véritable origine, comment il était né, tu vois, de l'orphelinat, sa naissance. Tu comprends? Genre, toute cette question-là, Des Gontes. n'est-ce pas? C'était très beau, il cherchait ses racines, tu vois. Poe, c'était un enfant qui a grandi dans un orphelinat, sans amour, sans rien. Et puis, bah, quand il découvre qu'il est sorcier, il se dit: «Poe, je savais que j'étais spécial d'une certaine manière», tu vois? Alors il essaie de compenser quelque chose qu'il n'a jamais eu. Tu comprends? Donc ça manque beaucoup. On ne le montre pas. Non, vraiment. Ça n'apparaît que dans. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas déjà une prédisposition là. Ouais, ah, mais mec, je peux pas poser de diagnostic là-dessus parce que je ne suis même pas du domaine de la santé, rien du tout. Mais tu vois, bah, dans le film, on dirait juste que Voldemort a toujours été un petit psychopathe et qu'il a toujours été comme ça, évidemment. C'est ça. Ce n'est pas que les choses justifient ce qu'il a fait, tu vois. Non, ce n'est pas que les circonstances justifient ses actes, mais il est façonné par tout ce qu'il a vécu. Il est façonné. Et ça ne sert à rien de dire Voldemort est méchant parce qu'il est méchant. Ce n'est pas ça, mec. Ceux qui disent que Voldemort est méchant juste parce qu'il est méchant n'ont pas compris Harry Potter. Mec, c'est juste Anakin, tu vois. Franchement, y a-t-il quelque chose de plus cool que le développement de Dark Vador? Et regarde, même la revanche des Sith ne l'a pas vraiment développé, tu vois. On dirait qu'il a été convaincu trop facilement de passer du côté des Sith, non? Oui, mais je pense qu'il y a encore une part d'exploration bien plus grande. Et je pense que beaucoup de gens disent que Voldemort n'a pas d'amour parce que je ne pense pas que ce soit à cause de la potion d'amour, tu vois. Non, non, ce n'est pas ça. Mais, tu vois, c'est vraiment un truc de... C'est cool de raconter que, tu sais, la partie de l'anagramme dans la Chambre des Secrets devient bien plus intéressante quand tu te souviens que Voldemort ne voulait pas avoir le même nom que son père. Exactement. Parce que son père était un moldu. Exactement. Et tu sais, Il a créé un anagramme. Je suis Lord Voldemort. C'est justement l'anagramme justement pour ça, mec. non, et toi, si tu t'arrêtes pour écouter les gens, tu vas demander pourquoi Voldemort était comme ça. Parce qu'il était incapable d'aimer. Il n'était pas incapable d'aimer physiquement. Il n'était pas physiquement incapable d'aimer. C'est une erreur d'interprétation. Il ne comprenait pas. Il était incapable de comprendre l'amour parce que c'était quelque chose qu'il n'a jamais eu. Donc pour lui, c'est une faiblesse. Ce n'est pas qu'il était physiquement incapable d'aimer, biologiquement incapable d'aimer. Ce n'était pas ça. D'ailleurs, bah, Dumbledore le dit même. Harry demande
Tu savais, hein, n'est-ce pas, à l'époque? Et Dumbledore répond, Je viens de rencontrer le sorcier le plus puissant de Nom. je n'en avais aucune idée. Cette phrase est aussi dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce. Dans les premières bandes annonces de Harry et le prince de Sang-Mêlé, c'est génial. C'est vraiment cool. Tu vois le potentiel du prince de Sang-Mêlé. Cette saison sera sûrement l'une des meilleures de Harry Potter, voire la meilleure, et la plus, s'ils font... La plus attendue. Les gens, mec. Oui, totalement. Bah, c'est le film qui a le plus apporté. Avant d'enregistrer la séance privée aujourd'hui, je pensais aux adaptations, tu vois? Et je me rendais compte qu'à l'époque où j'allais voir les films, à 11, 12 ans, je ne faisais pas trop attention. Le premier film où je me suis dit, tiens, c'était Le Prisonnier. C'était quelque chose qui... C'est le premier film qui a vraiment apporté des coupures plus importantes à l'histoire. Et beaucoup de changements aussi. Beaucoup de changements. Tu fais plus attention aux coupures. La coupe de feu, mon ami, l'ordre du Phénix et le prince de Sang-Mêlé, c'est le combo avec plein de coupures. Puis les reliques ajustent, non? Ils ramènent Guy, ils ramènent Fleur, alors qu'ils étaient déjà apparus avant, tu vois? Il n'y aurait pas eu besoin de ça. Tu as interrompu mon raisonnement à Waldemar. Quel était le raisonnement? Je ne me rappelle plus ce que je disais à cause de toi. C'est une époque du mince, désolé. Non, je parlais du fait que Waldemar soit incapable d'aimer. C'est une erreur d'interprétation. Et donc c'est là que Dumbledore dit, tu vois, si Voldemort avait été élevé par sa mère, s'il avait eu de l'amour, peut-être que Waldemar n'existerait pas. Et ceux qui pensent que les gens sont mauvais juste parce qu'ils sont mauvais dans Harry Potter, point final, mec, ce sont des choix. Et ces choix sont façonnés par toute l'expérience de vie, tu vois. D'ailleurs, l'un des points principaux de la saga, c'est ce ne sont pas nos capacités qui révèlent qui nous sommes, ce sont nos choix. Personne ne naît avec une personnalité définie. On est eux façonnés, n'est-ce pas? L'homme naît bon. Le grand-père Avada Kedavra, Le corrompe, oui. c'est ça. Donc, je trouve que c'est vraiment injuste que Waldemar soit simplement considéré comme un méchant, juste parce qu'il est méchant. Point final. Tu vois? Donc, je pense que ça enlève beaucoup à la structure du personnage, quelque chose qui est très riche et complexe. Et cela s'applique aussi à Severus Rogue. Severus Rogue est maltraité dans les films, et je le dis avec toute la certitude du monde, il est maltraité parce qu'il est idéalisé. Parce que si Severus Rogue est dans la série comme il l'est dans les livres, mec, Severus Rogue est un personnage insupportable. Il est imbuvable, il est cruel, il est méchant avec les élèves, tu comprends? Et puis ensuite, hein, quand on découvre son histoire, on commence à comprendre toute la complexité du personnage, tout le contexte qui a été construit, ce qui l'a amené à devenir ce qu'il est. De cette façon, on commence à tout comprendre. Sa rédemption à la fin a beaucoup plus de poids. Oui, beaucoup plus. La preuve que Severus Rogue a été idéalisé, c'est la suppression de la scène où il insulte Lily de Sang de Bourbe alors qu'elle a été filmée. Pourquoi? C'est révélateur. Les gars ont regardé cette scène et ont dit on ne va pas la montrer. Parce que peut-être qu'on s'est dit, en pensant à l'avenir, en pensant que Severus Rogue va être le grand héros, comme ça, je ne sais pas si ça a du sens de mettre cette scène pour que les gens le détestent. Drago appelait tout le monde des sangs de bourbe, et les gens adorent Drago et le romantisent beaucoup aussi. À la fin, même s'il montre, il démontre un certain remords. Ici, l'importance des acteurs qui interprètent les personnages compte beaucoup. Bellatrix est appréciée grâce à l'interprétation d'Elena Bonham Boranca. C'est la même chose pour Severus Rogue. Le personnage est Felton, pas Drago. Le personnage, bien sûr, est un personnage très complexe. Pour moi, Severus Rogue est le personnage le plus abouti de Harry Potter. en termes de livres, Tu dis? Oui, dans le livre, c'est le personnage le mieux construit. oui, parce que l'histoire tourne autour de quelque chose à propos de lui, n'est-ce pas? Les derniers chapitres du dernier livre tournent autour du sacrifice. Du sacrifice, n'est-ce pas? De la rédemption? N'est-ce pas? De la rédemption de Severus Rogue, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'il a été traité injustement. Et remarquez que j'utilise ici une balance d'injustice. Pas seulement pour le personnage qui a été coupé, pas seulement pour le personnage qui a été élagué, mais aussi pour le personnage qu'on a poussé trop loin dans l'autre sens. C'était le cas d'Hermione, c'était le cas de Severus Rogue, tu vois. Ce sont des personnages qui ont été beaucoup trop idéalisés. Genre, Hermione n'a pas été idéalisée, mais c'est la même logique, tu vois. Severus Rogue a été largement idéalisé, surtout dans les films, tu vois. Genre, est-ce que je dis que le film est mauvais? Non. Est-ce que je dis que ça ne marche pas dans le film? Non, je ne dis pas ça. Je parle simplement en comparaison avec le livre. Tu comprends?
Par rapport au livre, si on analyse, le personnage présente beaucoup de différences. Dans le film, il a juste l'air grincheux, tu comprends? Mais quand tu dis que Severus Rogue a été, je pense qu'on, hein, on peut laisser ça pour un autre épisode. Mais tu vois le côté idéalisé. Mais tu ne crois pas que l'histoire, déjà dans À l'école des sorciers, nous pousse à l'apprécier, entre guillemets, à cause de ce truc où tout le monde se méfie de Severus Rogue, tu vois, blablabla. Diego, mais là, tu sais, là, J'ai. On a. Ce n'était pas Severus Rogue, alors Severus Rogue essayait de me sauver. alors, le film nous fait ressentir ça. Le livre, non. Dans le livre, il maltraite tout le monde. Non, je suis d'accord. Il maltraite tout le temps. La scène des dents d'Hermione. N'est-ce pas? Donc à la fin, là, dans l'école des sorciers, quand Harry dit Rogue essayait de me protéger, c'est encore plus surprenant. Parce que mince, il a été maltraité toute l'année. Tu vois? Ouais, c'est ça. Il a été maltraité toute l'année. Donc dans le livre, on a l'impression que waouh, Severus essayait de protéger. Ouais, c'est bizarre. C'est étrange. D'accord, tu comprends? Ce n'est pas du genre waouh, regarde Severus comme il est gentil. Ce n'est pas ça, tu vois? D'ailleurs, dès la chambre des secrets, Severus est déjà en train d'engueuler les deux. Exactement. Il veut les expulser, il veut agir, il veut que ça bouge. Tu comprends? Donc c'est pour ça que je dis que dans le film, ils ont humanisé et idéalisé tout ça. Ils ont rendu les choses trop légères. Mais j'adore comment. Le prisonnier d'Azkaban, je pense que c'est le moment de Severus Rogue dans les livres où il devient bouleversé quand Sirius s'échappe. C'est vrai. Tu as compris pourquoi? Il voulait se venger, mec. C'est ma chance de me venger maintenant. Tais-toi, idiote. Tu ne comprends rien. Genre même avec la preuve, tu vois. Là, Pettigrew juste devant eux. Genre, putain, il... Tais-toi, idiote. Tu ne comprends rien. Ne parle pas de ce que tu ne comprends pas. Parce que ce qui le ronge, c'est l'adolescence et ce qu'il a vécu avec les maraudeurs là-bas. Tu comprends? Tu vois? Il refuse tellement la vérité, tu sais? Donc ouais, Il ne fait même pas attention à la vérité, tu vois. Il essaie de guérir les traumatismes de son enfance, de son adolescence. ouais, exactement. Il veut se venger. Il veut se venger. Donc c'est un truc, mec. Tu vois, il raconte à l'école que Lupin était un loup-garou, tu sais? En classe, quoi? Non, en classe. Mais dans le livre, il le dit aux élèves de Serpentard. Il le dit. Parce qu'il n'a pas réussi à livrer Sirius à cause de toute la frustration. Il le dit. Il révèle que Lupin était un loup-garou. C'est pour ça qu'il doit être renvoyé de l'école. Pour cette éternité, tu comprends? C'est pour ça que Lupin démissionne, tu comprends? Et donc comme ça, et tout au long de l'année, il essaie de faire en sorte que les gens... Mettons bien les choses au clair, c'était Rogue, n'est-ce pas? Au moment où Lupin s'en va, eh bien, et Poudlard a perdu un super professeur, tu sais. Quel professeur génial! Oh, j'adore Remus Lupin. Pour moi, c'est mon maraudeur préféré, tu vois? Le tien, c'est Sirius, non? Mais pour moi, c'est Lupin parce que je pense qu'il est... Je ne sais pas si c'est à cause de l'acteur qui a joué Lupin parce que je l'adore. Je trouve que l'acteur de Lupin était l'un des meilleurs castings de tous les films et sa relation avec Harry était vraiment réussie, non? Elle était vraiment réussie. Il y a vraiment une bonne alchimie. Et je pense qu'on n'a pas encore vu assez de Lupin. J'ai envie de voir ça dans la 3e saison, de le voir souffrir un peu plus aussi en voyant Harry devant lui. Que cela le touche d'une manière qui lui rappelle James. Je sais pas, montre Lupin les yeux pleins de larmes, comme un clin d'œil. Harry n'a pas besoin de demander Professeur, pourquoi vous pleurez? Pas pleurer, hein, mais plutôt ému, mais vous pleurez. Mais qu'on le montre, tu vois. Parce que Lupin, oui, c'est dur, mec. Il a perdu son meilleur ami, non? Oui, exactement. Les maraudeurs eux-mêmes, ils sont aussi vraiment incompris. L'histoire complètement coupée. Peter Pettigrew, sa mort, qu'est-ce qui est plus injuste que ça? Le gars, il regrette à la dernière seconde. Il ne regrette pas, mais il... Il donne une seconde. Il hésite, non? Eh bien, à la seconde où le gars hésite à tuer Harry, la main d'argent, elle, bam, elle étrangle déjà Peter Pettigrew lui-même. Et c'est tellement bête. La scène du film est vraiment, vraiment ridicule. Tellement bête, Ah, tu vois, c'est pas juste bête. c'est ridicule. Dobby fait ça, tu vois. Oh là là! Non, c'est vraiment ridicule. Je déteste cette scène, mec. C'est comme ça qu'il fait. Sérieusement, mec. Et le petit Dobby là-haut à l'étage. Mais Qui était sa baguette? Mec, c'est bizarre. c'est ça. Donc, les maraudeurs, injustice. Les maraudeurs, c'est un combo d'injustice, évidemment, non? Ils sont vraiment victimes d'injustice. Oui, les plus grands. À propos de Sirius, Le prisonnier d'Azkaban, c'est le film qui met Sirius en avant. Tu comprends? Lui-même est super victime d'injustice. Parce que son histoire est complètement découpée. Ouais, tu comprends? Complètement découpée. la mère, là, au Square Grimoire, quand il rencontre sa mère, franchement, je trouve qu'ils ont très peu parlé du fait que sa famille l'a complètement laissé tomber, tu vois. À partir du moment où il a commencé à se battre pour des idéaux différents. Et franchement, c'est bizarre. C'est bizarre.
Maintenant, tu veux voir qui est plus maltraité que les maraudeurs? Qui? C'est Régulus qui apparaît sur une photo. Sérieux, les gars ont mis Régulus sur une photo et Slughorn dit Régulus, c'est ton. Juste pour parler du RAB, n'est-ce pas? Tu as dû entendre parler de son frère, Sirius. Il est mort il y a quelques semaines, Régulus. Mec, frère, c'est surréaliste. Tu vois, l'histoire de Regulus Black est l'une des plus cool. Vraiment cool. Et Créature, sa relation avec Créature, le fait qu'il ait essayé de détruire le Horcrux. Mec, ce gaz est un vrai héros. À sa manière, bien sûr. Un anti-héros, non? Ouais, c'est quelque chose de... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je trouve que ces personnages apportent tant de valeur à Serpentard qu'ils retirent la stigmatisation de cette maison. Ouais. Et ils sont complètement Régulus, le monstre. Eh bien, le monstre aussi est vraiment sous-estimé et vraiment maltraité. Il a une histoire vraiment intéressante à raconter et à explorer, qui a aussi été coupée. Tu comprends? Mec, c'est le monstre. Ils ont juste mis le monstre dans l'ordre du Phénix parce qu'ils allaient le couper. Je ne sais pas si tu te souviens, non? Et ils allaient couper le monstre, puis ils ont demandé à J.K. Rowling. Non, on ne peut pas le couper. Mais ça n'arrivera pas. Mais il va rester. Mais il n'y avait pas ça. Elle l'avait, n'est-ce pas? Oui. Non, il ne faut pas le couper. Il sera très important ensuite. Exactement. Oui. Et, eh bien, il est très... Même dans Le Prince de Sang-Mêlé, il aide avec Dobby là-bas à poursuivre, enfin non, à espionner. Oui, à espionner Drago aussi. C'est vrai, c'est vrai. Dobby avec Créature. C'est vrai, c'est vrai. Il se bat, lui et Dobby. Mec, la scène dans la cuisine va être top, non? Ouais, waouh, quel personnage le plus haut? Dobby Est très maltraité. Mec Dobby apparaît? Non. c'est le plus grand maltraité de cet épisode. D'accord? Non, pour Dobby, c'est comme ça. Il apparaît dans la chambre des secrets, très mis en avant. Non. C'est absurde ce qu'ils font avec Dobby. Puis il revient seulement pour mourir. C'est évident, on va devoir créer... Oh les gars, si vous avez souffert de la mort de Dobby, et je pense que tous les fans ont souffert, ça vient juste du film. Seulement en regardant le film, si le film avait mis Dobby à tous les moments où il aurait dû réapparaître, que ce soit dans La Coupe de Feu, l'Ordre du Phénix ou Le Prince de Sang-Mêlé, sa mort aurait été bien plus marquante. Il aidait toujours Harry avec le branchiflore dans La Coupe de Feu. Exactement. Mettons ça entre les mains de Neville. C'est Dobby qui parle de la salle sur demande. Oui? Mettons Neville. Oui, parce que Neville, Il n'y a pas le Neville. il n'a pas d'histoire à développer, n'est-ce pas? Non, son histoire n'est pas intéressante. Prenons ce qui est à Dobby et attribuons-le lui. Je ne m'étais pas énervé dans cet épisode avant de me rappeler Dobby. Mec, je ne voulais rien dire. Non, non, Dobby, mec, le passé des maraudeurs, peu importe, mais non, je plaisante. Mais Dobby, les gars, mec, c'est surréaliste parce que dans La Coupe de Feu, il aide Harry avec le branchiflore. Dans l'Ordre du Phénix, il aide Harry pour la salle sur demande. Dans Le Prince de Sang-Mêlé, il aide à espionner Drago avec Créature. Et dans Les Reliques de la Mort, tout ce qu'on sait déjà aussi, il sauve Harry. Et tout, et il meurt. Il meurt et n'apparaît pas dans Harry Potter à l'école des sorciers et le prisonnier d'Azkaban. Exactement, il est partout ailleurs. Il est dans tout ce mec. Et alors, Dans le film, les mecs, non, le CGI coûte trop cher. laisse tomber. Mec, qui s'en soucie? Mais le film a ce genre de truc, non? Ils vivent, mec. Mais moi, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. C'est vraiment comme si J.K. Rowling n'avait pas regardé et dit « Les gars, au moins dans un autre film, mettez-le. » Mec, tu veux me sortir l'excuse du CGI cher? C'est la plus grosse excuse du monde. Désolé, pour l'amour de Dieu, les mecs ont un budget énorme. Désolé. Ça n'a pas de sens. Mec, non, et Harry Potter était déjà un grand succès. David Heyman, Dobby n'apparaîtra pas dans Calas et tout ça, ni Winky, pour des raisons de budget. Et là, tu vois qu'il y a 2 Dobby sur le dessus. 2 Dobby, 2 elfes de maison, 2 elfes sur le chameau là-bas. Non, là, c'est une image très bon marché à faire, non? Mais c'est bien moins cher que le... Mais je ne connais pas le niveau du budget, d'accord? Ouais. De nos jours, mets-le, mec. Mets-le. Je ne plaisante pas. Arrête, t'es fou. Je plaisante. Non, c'est que le gars, moi, je pense que ses choix, ses validations venaient beaucoup d'une... Je pense qu'elle n'avait pas un contrôle total, tu vois, genre sur les choses. Elle ne pouvait pas désapprouver certaines choses, tu vois. Je ne sais pas comment ça marche. Prenons l'exemple d'un personnage injustement traité comme tu l'as dit. Dumbledore, non? Quand ils écrivaient le scénario du Prince de Sang-Mêlé, Steve Kloves a mis une phrase dans le script disant que Dumbledore était amoureux d'une femme. D'une fille? Oui, d'une femme. Et là, elle raye cette partie du scénario et dit, les gars, Dumbledore est PD. Ne mets pas. C'est vrai. c'est ça les gars. Ne dites pas que Dumbledore était amoureux d'une femme parce qu'il était amoureux du blond, là, à l'époque des grosses moustaches. Moustaches bien taillées, mec. Donc, l'histoire de Dumbledore, surtout son orientation sexuelle, a aussi été mal exploitée dans le film. Complètement.
D'accord, c'est un détail qui a été révélé après la sortie des livres. Exactement. Alors que le film était encore scénarisé, elle a dit ne le mets pas. Avant même de le dévoiler au public, ne le mets pas. Exactement. Donc, je pense que l'histoire de Dumbledore avec Grindelwald est vraiment géniale. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. C'est dommage que le peu qu'on ait vu de cette histoire ait été présenté de façon assez grossière dans Les Animaux Fantastiques, n'est-ce pas? Parce que Dumbledore méritait une série rien que pour lui, ou un film rien que pour lui. C'est vraiment trop peu. Tu veux mélanger l'histoire de Dumbledore avec celle de Norbert, et au final, tu ne racontes ni l'une ni l'autre. N'est-ce pas? C'est un truc? Toute cette histoire avec Grindelwald, la fascination de Dumbledore pour les reliques de la mort, tout cela. Oui, cela a un peu diminué l'impact de ce personnage aussi complexe que Dumbledore, que beaucoup voient de même comme le grand méchant de l'histoire, n'est-ce pas? Le manipulateur agit comme si tout le monde était une marionnette. John Lithgow saura très bien s'y prendre, puisqu'il a été le tueur en série dans Dexter. Il a aussi joué Churchill. Mais- Je veux qu'il apporte ce côté un peu comme ça à Dumbledore, tu vois? Un truc du genre, je suis sympa, je suis gentil, mais j'ai un côté, putain, c'est un côté... Je ne dirais même pas manipulateur. C'est un côté très analytique, tu vois. Très analytique et un peu froid, mais ensuite, c'est conflictuel même pour lui. Parce qu'il le dit lui-même, Dumbledore, quand il va révéler le moment qui, pour moi, était l'apogée de Dumbledore, c'est quand il parle de la prophétie à Harry. Roi, l'ordre du Phénix. Bordel, là dans le livre. Sur la couverture, c'est écrit « Il est temps que je te raconte tout ce que tu aurais dû savoir il y a tant d'années. Je ne me souviens plus. 12 ans. 12 ans. Et puis 12, non, au cours des 14 dernières années. » Waouh, et là, mec, cette phrase dans l'ordre du Phénix, Putain. Et là, tout simplement, c'est un truc qu'ils ont affaibli dans le film. non, ils ont vraiment affaibli cette conversation, mec. Parce que Dumbledore dit « Harry, je sais comment tu te sens. Vous ne savez pas. » Voilà, c'est tout. Puis 30 secondes de silence. Et il se complète, hein? Le dialogue ressemble maintenant à celui de Stranger Things, de la 5e saison. Ici, l'un termine la phrase de l'autre. Ça veut dire que, voilà, il faut tuer l'autre, blablabla. Et c'est tout, mec. Alors que dans le livre, il y a tout un chapitre appelé La prophétie. Et ça fait environ 25 pages. Harry en train de saccager la pièce, de casser des trucs, et il dit « Vas-y, casse, je crois que j'en ai. Trop de choses. » Des trucs. Et Harry devient encore plus énervé, tu vois, il veut qu'il riposte, non? Et là, Dumbledore dit « Écoute, je pense que tu dois m'écouter, parce que ta réaction est encore loin de ce qu'elle pourrait devenir si tu entends ce que j'ai à dire. Tu vois ce que je veux dire ?» Il prend la responsabilité de tout ça. Et là, il commence à raconter ça. Et il dit « Tu es arrivé, je t'ai laissé chez les Dursley et tout. » Même si c'était une famille horrible, mais parce que je savais que je devais faire ça pour que tu restes en sécurité. Et donc tu es arrivé, tu étais émerveillé par la magie, émerveillé par Poudlard, tu t'es trouvé, et là j'aurais dû te le dire, mais je n'ai pas réussi. Pour moi, tu étais encore trop jeune. Et puis, tu as affronté des défis que je n'aurais jamais imaginé que tu aurais à affronter, comme affronter Voldemort, n'est-ce pas? Là, dès la première année. La deuxième année est arrivée et j'étais décidé. À 12 ans, un peu plus que 11, je me suis dit qu'il était prêt à savoir. Malgré toutes les épreuves, je n'ai pas eu le courage de te le raconter. Prisonnier de A. Là, il commence à parler. Merde. Et puis il dit comme ça. Alors, il est arrivé un moment où je ne pouvais plus te le dire parce que j'ai développé de l'affection, une tendresse pour toi qui n'était pas prévue. Tu comprends? Pour moi, qu'est-ce que ça changeait si des créatures, des personnes éloignées de moi devaient mourir, puisque toi tu serais en sécurité, tu irais bien. Donc c'est très important de souligner cela à propos de Dumbledore, parce qu'il est présenté comme manipulateur, comme froid, comme ceci, comme cela. Il avait, oui, un plan, il essaie de mettre ce plan à exécution. Mais dans son plan, il commet des erreurs en n'étant pas aussi froid, aussi calculateur, parce que, comme il le dit lui-même à Sévérus, ne me dis pas que tu t'es attaché au garçon. Ça lui arrive aussi, tu comprends? Pour lui, Harry, au début de tout, quand Voldemort a subi sa première chute et tout ça, Harry n'était qu'une pièce sur l'échiquier. Sans ça, ce n'est pas qu'il n'avait pas d'affection, ce n'est pas qu'il n'était pas triste pour la situation des Potter, tu vois? Il voyait tout comme un grand échiquier du style bon, mince, c'est arrivé. En fait, par exemple, même le temps où Harry est allé vivre chez les Dursley, ce n'était pas une question de « je ne me soucie pas de savoir si le garçon souffre ou non, je suis peut-être plus préoccupé par le fait de résoudre le grand mystère de pourquoi il a survécu à l'Avada Kedavra. » Exactement. Ou si Voldemort avait encore des chances de revenir, parce que... Tu vois,
Ce que Harry a vécu avec les Dursley n'était rien comparé à ce qui se passerait si Voldemort le retrouvait. Tu comprends? Oui. Tu vois? Donc c'était un mal nécessaire. D'ailleurs, Dumbledore, il a tout expliqué dans une lettre, tu vois, il ne se doutait pas, il savait que ça pouvait être mauvais, mais il n'imaginait pas que ça allait être aussi mauvais. Tu comprends? Avec les deux, les Dursley. Cette lettre, elle est vraiment importante si tu y réfléchis. Parce qu'elle parle de la protection que Harry, il va justement vivre chez les Dursley parce qu'il a encore le lien de sang. Toutes les vacances. Il doit revenir et il ne faut jamais renvoyer Harry. Ce n'est jamais dit dans les films. D'ailleurs, les amis, cette première lettre que Dumbledore laisse à Pétunia est géniale, car dans l'ordre du Phénix, dès que les Dursley chassent Harry, une lettre de Dumbledore arrive aussitôt, une beuglante. Souviens-toi de la dernière. Parce qu'il voulait dire « Souviens-toi de ma dernière lettre ». Oui, vous ne pouvez pas laisser partir le garçon. Ça doit être exploré dans la série. Mec, putain, c'est trop cool. Ça doit être exploré. Et Dumbledore qui entre chez les Dursley et il est comme un prince, mec. C'est ça, mec. C'est ça. Et lui, avec son attitude, il reste juste là assis. Il fait apparaître des vers qui tombent sur la tête des deux Dursley car il refuse. Ce serait plus poli d'accepter Pépita. Oui, on peut dire alors qu'un autre personnage injustement traité a été Pétunia. Les Dursley. Les Dursley. Oui, les Dursley en général aussi. Oui, les Dursley. Mec, on va... Entrer. Certains films les coupent quand même. Cals de Fogo qui a l'une des scènes les plus cool où ils vont chercher Harry par la cheminée. Oui. Eh bien, mais je pense qu'en termes de ce que tu as dit, la pète, les Dursley en général. Mais je pense que Pétunia, en termes de profondeur de personnage, a vraiment été très lésée. C'est que Walter, il est là. Walter n'a pas ce poids de « Waouh !» Pétunia est vraiment jalouse de sa sœur. Qui ne le serait pas, n'est-ce pas? Magon. Non, qui ne serait pas jaloux de voir sa sœur partir à Poudlard alors que vous non? On écoute sans juger. Oui, c'est ça, les amis. C'est exactement ça avec Pétunia. Parce que moi aussi, je serais jaloux de voir mon frère vivre une vie de sorcier et tout. Et moi, là, elle écrit. N'est-ce pas génial? Oui, donc c'est pour ça qu'elle est comme ça. Les amis, imaginez la chose suivante. Ta sœur part à Poudlard, tu es jaloux, mais plus que ça, elle écrit une lettre. Pétunia écrit une lettre à Dumbledore. Mec, pour en arriver à ce point, mec. Elle veut étudier à Poudlard. Mec, t'es vraiment genre vexé. Mec, ouais, non, c'est pas... N'exagère pas, mec. Dans la scène du souvenir de Severus, elle est bizarre. T'es bizarre. Ouais, c'est ça. Tu sais, Genre, il l'appelle un peu Pétunia, elle, là. Mais avant d'expliquer, tu sais, il faut se rappeler que c'est Pétunia, la tante de Harry. Ouais, moi, il manquait plein de trucs, mec. Ouais, non. Ouais, en fait, en termes de... C'est de la jalousie, mec, tu es spécial et elle est ordinaire. C'est comme ça, c'est vrai. n'est-ce pas? C'est de la jalousie. C'est Severus Rogue, non? Qui dit ça, le jeune Severus Rogue, mec? Waouh, ce gamin est complètement fou maintenant. Regarde, il a bien grandi. Ce gamin de nos jours. Et Eric, mets une photo. Il y a une super photo de... Ah, et Eric, non. Mets une photo de Rogue et de l'acteur qui joue Rogue, plus jeune, dans Les Reliques, et de Lily, jeune. Mec, si on y réfléchit bien, ils ont notre âge. Non, non, eux. Oui, à l'époque où ils ont tourné Les Reliques, en 2010, donc on parle déjà d'il y a 16 ans, oui. Déjà si vieux. Non, l'autre jour, c'était drôle, tu sais. J'ai dit, purée, mec, Daniel Radcliffe et Rupert Grint ont presque 40 ans, et là, j'ai dit, Qu'est-ce que je vais voir, moi? waouh. Regarde ceux-là, figés dans le temps, Peter Pan. J'ai dit, waouh, regarde ces mecs. Ils ont presque 40 ans, putain. Et J'avais leur âge. on ne réalise pas comment l'âge vient, hein, vieux. Ça arrive juste comme ça. Vivra-t-on une époque avec des créateurs de contenu de plus de 50 ans? Je ne me vois pas arrêter, tu comprends? Genre nous en train de créer du contenu. Eh oui, Parce qu'on vit à l'époque des influenceurs, de la création de contenu. Oui, j'ai dit ça justement à cause de l'âge des acteurs, tu vois? Mais nous aussi, la série va se terminer. Si elle dure de 2027 à 2037, les gars, dites-nous en commentaire, juste en dessous, quel âge vous aurez en 2037, qui, en théorie, sera la date de la dernière saison de la série Harry Potter. Moi, je commence, 47 ans. Et oui, 2037, on est de 90. moi je suis de 91. Tu auras 46 ans. Putain, 46 ans, les mecs. J'aurai 35 ans cette année. Non, tu auras 36 ans cette année. Ouais, putain, une année de plus et j'aurai 36 ans. Je suis de 91. Tu auras 35 ans, j'aurai 36 ans cette année. C'est vrai. Les gars ont déjà Alzheimer, tu vois. Les gars, c'est ça. En fait, j'aurai 36 ans. Toi, 35. Frérot, mais je ne sais pas si je serai en train de créer, bien sûr, jusqu'à la fin de la série, si je suis encore en vie. Ouais, c'est ça. Je le serai. Oui,
Mais je ne sais pas si après la série, alors, Je veux juste profiter de mon moment en tant qu'humain, mais ce n'est pas possible, mec. de prendre ma retraite. Non, Eh bien, prendre sa retraite tranquillement et pouvoir profiter, tu vois, c'est un peu comme un vrai fan, ce truc, parce que après la série Harry Potter, tu crois que Harry Potter va s'arrêter là? Jamais. Il y aura encore plein de choses annoncées, encore plus. Donc, on va devoir y aller, mec. les gars arrivent avec leur petite canne. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis réservé. Je le jure solennellement. Non, je suis réservé. Tu as bien dit, Diego. Mec, Après aujourd'hui, si je refuse, je ne sais pas si c'est réservé, car ma technique a été découverte. Je sais m'exprimer des deux façons. je pense que je ne sais pas si nous... Bon, De toute façon, c'est comme ça je suis complètement sorti du sujet, mais c'est parce que ça m'intrigue de savoir comment nous serons dans notre génération de personnes âgées. Tu comprends? personnes âgées. Personnes âgées. Mais je suis encore jeune. Je vais laisser ça pour plus tard. D'ailleurs, j'ai vu un très bon film que je voulais recommander dans cet épisode. Non, il s'appelle Jour parfait. Perfect Days raconte l'histoire d'un homme qui trouve un sens à sa routine et aux petites choses. C'est un excellent film coréen. Il y a une phrase marquante dans le film. Elle demande pourquoi ne pas découvrir un endroit et il répond aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai oublié la suite. Mais bon, Il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et la prochaine fois, c'est la prochaine fois. Genre, la prochaine fois, c'était la prochaine fois. C'est un gars qui vit vraiment pour profiter d'aujourd'hui, mec. Alors, mec, pourquoi pas? Il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Une prochaine fois, c'est une prochaine fois. C'est une des phrases que j'ai trouvées cool sur ce que le film transmet. Voilà la recommandation. si vous... en parlant de films différents du sujet, ici, je vais mentionner qu'il y a 2 acteurs de Harry Potter dans un film qui a été recommandé par Raïssa, ma femme, que je n'avais jamais vue. Je l'ai regardé avec elle et j'ai fini par pleurer comme une madeleine. Pleurer! Il était temps, n'est-ce pas? Il était temps? Oui. Je l'ai déjà vu, ce film est génial, mec. C'est celui avec son père Bill Nighy et... et Guy Weasley. Oui, l'acteur de Guy Weasley. Ce film est incroyable. Comment il s'appelle? C'est le fils de Gleason, la Dohan Gleason, non? Dohan Gleeson. C'est le fils de Brandon Gleason. Mec, non, les gars. Ce film, c'est un film de voyage dans le temps, que tu aimes déjà. Qui dit que... Tu ne dis pas que c'est un film de voyage dans le temps. Mais c'est un film... Mec, j'ai pleuré comme jamais. Dans ce film. Ce film était fait pour te faire pleurer. Et je trouve que le gars est un super acteur, non? Il est vraiment polyvalent. À tel point que s'il revenait dans la série, pour n'importe quel autre personnage, je ne me plaindrais pas. D'accord? La rumeur dit qu'il sera Islam Slughorn, comme dans le livre audio. Je ne me plaindrai pas, il est très bon et polyvalent. Par exemple, il a joué Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. Voilà. Jusqu'à ma mort. Mec, ce film est vraiment génial, mec. Quelle nostalgie de la trilogie Pirates des Caraïbes, mec. Trilogie. Les 2 autres films, Trilogie. Les 2 autres qui? Les 2 autres? C'est tout ce qui compte. Désolé. J'aime aussi les 2 autres, bien qu'ils soient inférieurs. D'annuler les suites de Pirates des Caraïbes, j'ai dit Pirate. Bisous, mon ami. Ton rôle. non, remets la scène, je redis Pirates des Caraïbes. Des Caraïbes. Au Portugal, c'est Caraïbes, tu sais. Sérieux? C'est vrai? Tu plaisantes? C'est que moi, ma famille va être portugaise. Maintenant, je veux me la jouer bilingue. Pirates des Caraïbes? Ça s'appelle comme ça? Tu veux voir? Caraïbes. Caraïbes. Caraïbes ou Caraïbes à la Hégade. Oui, Caraïbes ou Caraïbes. Caraïba désigne le peuple indigène originaire de la région qui a donné son nom aux Caraïbes. Regarde, Pirates des Caraïbes. Caraïbes. J'ai aimé. C'est un truc de... Comme ça, Pirates des Caraïbes, j'ai été passionné par la trilogie. La trilogie? Honnêtement, je n'ai pas vu les deux autres, mec. Tu n'as pas vu La Revanche de Talatar? Non, mec. Pas celui-là non plus. C'est celui avec le rocker des Rolling Stones, non? Ils l'ont tous, non? Ou... Non, celui avec Keith Richard. Il apparaît. Il apparaît dans le 3e. Il est déjà le père de Jack, non? D'accord. D'accord, d'accord. C'est cool. Ils disent que le 6e va sortir. Tu as vu? Oui. Je ne sais pas si ça va sortir. Je pense qu'ils sont prêts. Ils vont donner un chèque en blanc à Johnny Depp pour qu'il revienne. Bien sûr, désolé. Monsieur Johnny Depp. Johnny Depp. Je ne reviens pas. Mais je ne reviens vraiment pas. Oh là là. Mais oui, je dis qu'ils sont en train d'écrire le scénario du prochain. Il y avait même cette rumeur que ça allait être Margot Robbie. Margot Robbie, non? Comme protagoniste, non? Ils écrivent le scénario avec le personnage de Johnny Depp, donc Jack Sparrow. Ils vont lui offrir une grosse somme pour qu'il revienne. Voilà, 2000 net et un ticket resto. Non, ça c'est son discours. Assurer le reste de sa vie, je ne sais pas. Ce n'est pas qu'il n'en ait pas besoin. Non, ouais, c'est ça. Mais, mec, regarde. Encore un personnage injustement traité ici. Laisse-moi réfléchir.
On a cité que des très bons, tu sais. Ouais. J'ai dit que je citerais 2 personnages injustement traités, puis un seul sans le faire. Bill Weasley, joué par l'acteur d'Il était temps, mon frère Carlignos. Mec, Carlinhos est un... Il est apparu dans le journal sur la photo du journal. Non, je pense, moi, c'est comme ça. Moi, je trouve ça absurde, vraiment, vraiment absurde, la scène où Guy arrive avec Fleury dans les reliques de la mort, mec. Je suis Guy Weasley. Aïe. Genre, et voici Fleury, tu te souviens d'elle du tournoi? On s'est mariés. Genre, on va se marier. Non, c'est très... c'est un manque de tact même envers le public qui consomme le truc, tu vois? Ils admettent là devant toi qu'ils sont des imbéciles. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est vrai. C'est admettre que, en fait, on aurait pu mettre les personnages, tu vois? Il suffisait de les mettre dans les autres films, mais maintenant, on doit faire cette scène nulle. Bill apparaît depuis La Coupe de Feu, et c'est un personnage tellement cool. J'adorais les moments où il y avait Bill. Parce que c'est un sorcier diplômé, non? Non, c'est le sorcier le plus âgé. Il a fini ses études et travaille. Il a les cheveux longs et une boucle d'oreille en griffe, tu vois. Genre, il est top, porte une veste en cuir de dragon et a un style rocker. C'est Carlignos, non? Non, c'est Guy. Guy porte aussi des trucs de dragon, non? Veste en cuir de dragon, tout ça. Le gars bosse. Il bosse comme briseur de malédiction, tu vois. À la pro chez Gringotts, chez Gringotts. En y repensant, le Guy du film n'était pas si cool, non? Waouh, il est super affaibli. Waouh, c'est parce qu'il n'est même pas stylé, Guy Weasley. Molly répète sans cesse: coupe tes cheveux. Mais j'aime mes cheveux comme ça, maman. Attachés en queue de cheval, tu vois. Quand Guy apparaît-il pour la première fois? La coupe de feu. La première fois, il n'apparaît pas dans la scène au terrier. Il n'est pas là-bas au terrier, non, là, non, non, c'est quand Harry y va, non? Il apparaît dans La coupe de feu. Ils sont au campement de la coupe. Il est là, non? Mais Charlie est là aussi, tu te souviens? Il est là, je me souviens. Ils sont tous là, tout le monde est là. Ils sont tous là. Regarde, il faut montrer. Il faut montrer. Charlie, d'ailleurs, va à Poudlard à cause des dragons de la coupe de feu. C'est vrai. Mon frère Carlignos. Au moment de la forêt, quand Harry voit les dragons, tout ça, non? Mec, Guy et Carlignos, c'est un truc. Et puis, franchement, je ne comprends pas ces coupures, ces raisons, parce que ça ne coûte rien. Tous les Weasley sont déjà apparus dans... Ils sont beaucoup mentionnés, mais pas au point de... Oui? Oui. Développement, mec. Non, et si on commence à parler de Weasley, on n'a même pas encore abordé l'éléphant dans la pièce. Percy? Non, 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 non. Percy, d'accord, Percy aussi est très mal développé. Oui, très mal développé. Il a une profondeur énorme là. Toute la dispute avec la famille Weasley. Oui. Ce gars est vraiment mal développé. Dans l'ordre du Phénix, il apparaît simplement en tenant Harry par le cou. On ne reconnaît même pas que c'est lui. L'acteur a les cheveux complètement genre... Ouais, tu ne te rends même pas compte que c'est vraiment lui. Tu ne te rends même pas compte que c'est lui. N'est-ce pas? Et donc voilà, il est mal développé, oui, mal exploité, injustement traité. Et Ginny Weasley? Ah, mon Dieu. Parlons de la pauvre. Mec, Si on faisait un classement, la pauvre? elle serait numéro 1. Mec, la pauvre, non. Heureusement que tu l'as mentionné, tu sais, parce que les gens n'auraient pas accepté qu'on fasse un épisode sur les personnages injusticés sans Ginny. Elle était déjà là dans ma tête. Je l'avais en tête depuis le début. C'est juste que je n'ai pas voulu la citer en premier. Mec, Ginny, peut-être. Est-ce qu'ils ont affaibli Ginny parce que les gars étaient amoureux d'Hermione, tu vois, mec? Non, car l'actrice qui joue Ginny est très sympa et a un énorme potentiel pour devenir l'une des stars de la série. De drôle. Raissa, en voyant une photo sur son Instagram, a dit: waouh, elle a plus de charisme que Bonnie Wright sur une photo. Mec, Mec, je dis, eh bien, tu vas voir dans la scène où elle apparaît sur le quai King's Cross, on va la voir. Probablement, elle aura un dialogue. On va lui donner un dialogue. Allez, j'espère que ce ne sera pas juste ça. Mais quelque chose, demande. pour voir Harry dans le train, non? Quand Fred et George disent: maman, c'est Harry Potter, elle répond: maman, laisse-moi le voir. Mais Harry n'est pas un animal de zoo. Exactement. J'espère qu'ils vont le mettre. Mais en général, même dans le film où elle avait un grand rôle qui était la Chambre des Secrets, même dans ce film-là, elle est un peu effacée, tu vois. C'est que Harry, C'est moi, mais je ne voulais pas. Riddle m'a forcé. mec, là, waouh, ça se termine la grosse dame. La grosse dame, elle a disparu. Voilà, c'est tout. Ben a plus de réplique qu'elle. Le Sinistros, c'est quoi le Sinistros? Ce n'est pas sinistre, c'est le Sinistros, imbécile. Non, on doit parler de Ben. Quel personnage? Il n'a pas été lésé. Il a eu ce qu'il méritait. Mec, Ben est tout simplement... C'est un personnage qui n'existe pas dans les livres. Non, il apparaît dans Le Prisonnier d'Azkaban, il fait... C'est comme tenter d'attraper de la fumée. C'est comme attraper de la fumée à main nue. Il a été vu. Qui? Sirius Black? Waouh, Dufftown, ce n'est pas loin d'ici. Waouh, mec.
Tu crois qu'il est entré à Poudlard avec des détraqueurs à l'entrée? Mec, tu sais ce que sont ces films qu'on connaît par cœur? Waouh, Kako vient de me rappeler quand on sortait avec René et Léo Bichel. Waouh, vous répétiez toutes les répliques. Mais tout le film, mec. Non, moi je connais le début de la pierre philosophale et tout, mais pas à ce point. Je me souviens seulement de quelques passages marquants. Que je connais. Vas-y, vas-y. Parfois, Katharina est entrée. Katharina s'est tournée vers moi et a fait comme ça. Katharina. Katharina est vraiment marrante. Je me suis assis dans le salon comme ça. Mec, j'ai travaillé toute la journée. Toute la journée, toute la journée, toute la journée. Alors je me suis assis dans le salon comme ça. J'avais super mal au dos. Je me suis affalé sur le canapé. Comme ça, j'étais un peu ailleurs, tu vois. Ouais. Et là, elle s'est tournée vers moi et a fait comme ça. Papa, tu veux regarder Harry Potter? Parce qu'elle dit Harry Potter, tu vois. Tu veux regarder Harry Potter? Je me suis tourné et j'ai dit, maman, ma fille. non, on n'y va pas. Regarde, vas-y. J'avais fait, elle est concernée. 30 scénarios. Elle dit comme ça, moi j'adore Harry Potter, mais je n'aime pas Voldemort. Elle dit, mais je n'aime pas Voldemort. Qui fait mon Voldemort est méchant, hein, papa? On ne peut pas dire ces trois-là, hein? Alors elle dit, Cutio, l'Avada qui donnait l'Empire. Puis elle commence à parler. On dirait qu'elle a été vaccinée avec une aiguille de gramophone, tu vois. Elle ne s'arrête pas. Non, mais pourquoi Ron mange le goût? Et puis c'est je ne sais quoi. Et elle commence à parler sans cesse. Mec, je dois t'interrompre pour dire un truc. Mariana Ramos, mon amour. On va le faire, putain. Qui? C'est le meilleur. C'est le meilleur, mec. Waouh, cette expérience d'avoir un enfant et une fille qui dit on va regarder Harry Potter. Elle dit, on va regarder Harry Potter, putain. Elle entre là pour toucher à mes affaires, à ma collection. Elle dit, qui c'est lui? Je fais exprès de mal nommer, juste pour elle. Par exemple, elle montre Rogue et je dis, c'est Dumbledore. Alors non, c'est Hagrid, elle dit. Elle est mignonne. Elle va découvrir le ministère de la magie pour la première fois, non? Elle va voir. Maintenant, notre... Et moi, je suis... Elle va monter sur les montagnes russes de l'hippogriffe pour la première fois. Elle a la taille requise. Maintenant, elle l'a? Oui. Elle va y aller. Et elle est toute... Celle-ci se trouve à Préolard. Elle est dans cette partie de Poudlard. Je ne suis pas monté sur ces montagnes russes. Dans le vol de l'hippogriffe. Non. Je ne suis pas allé sur cette montagne russe. J'ai juste fait l'attraction à l'intérieur de Poudlard, le simulateur, tu vois. Je suis aussi allé à la banque Gringotts avec Diagonaldo de Gil Weasley. Il apparaît. C'est super. Oui, celle de l'hippogriffe, c'est une montagne russe un peu pour enfants, familiale, tu vois. Elle est vraiment tranquille. Le parcours est super rapide, il n'y a pas de looping ni rien. D'ailleurs, celle de Hagrid est géniale. Vraiment. Mec, je veux enregistrer 2 épisodes en session privée. Un sur les parcs et un sur Hogwarts Legacy. Beaucoup demandent un épisode dédié à Hogwarts Legacy. On veut le faire. Mais très vite, revenons à Ginny Weasley. Tellement injusticée jusqu'ici dans l'épisode que quand on arrive à elle, on change de sujet. On change de sujet. C'est vraiment triste comme ça. Je pense que Gina est un personnage très cool, très amusant, drôle. Elle est très douée en sortilège. Franchement, c'est vraiment dommage. Elle a une forte personnalité, très à elle, n'est-ce pas? Et- Et c'est cool. Et tout simplement, en tant que joueuse de Quidditch, elle est incroyable, tu sais. Il faudrait approfondir ce point et montrer Ginny jouer. Et elle affronte Ron, n'est-ce pas? Parce que Ron a ce côté grand frère et elle, c'est la petite sœur. Et elle, tu vois, ce n'est pas parce que tu n'as jamais embrassé quelqu'un que personne ne va embrasser. Tu vois? Personne ne va embrasser. Et là, Ron est genre waouh. Elle a révélé que son frère était puceau et l'a dit en pleine salle commune de Gryffondor. Elle a aussi embrassé Harry devant tout le monde. Voilà de la personnalité. Tu embrasses parce que là, le baiser de Ron et de Lila, c'était le leur. C'était un peu le leur. Absurde. Alors, les gars, tragique. Beaucoup de personnages ont été lésés. Je pense que si je devais faire un classement, je dirais que Ginny est en première position, c'est sûr. Mais parmi tous ceux dont on a parlé, oui, Je pense que Gina est vraiment sous-estimée. Beaucoup, beaucoup. beaucoup. Et c'est sûr qu'on en a oublié plein d'autres ici. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas qu'on a oublié. C'est qu'on en a choisi quelques-uns qui sont plus, disons, marquants, tu vois? Certains personnages ont été tellement négligés qu'ils n'apparaissent même pas, comme Winky, Ink, Ludo Bagman. Franchement, Ludo Bagman est vraiment un personnage bizarre. Lui, Même Barto Croupton Senior n'a pas son histoire racontée, il est donc vraiment négligé selon moi. là, on arrive au point des personnages vraiment coupés, non? Comme Bihaza. Birassa, Ludo Verpet, Ink, le professeur Beans. Mec, c'est surréaliste. Et Dumbledore, même ses funérailles, mec, Dumbledore, il a eu droit à l'adieu avec les baguettes levées. C'est une scène très belle, mais ça ne... Dumbledore est aussi sous-estimé.
parce qu'il est vraiment grandiose et il y a beaucoup de choses à savoir sur lui, et je pense que ça se perd un peu dans le film. Mais je pense qu'on a été assez succinct dans nos choix. Tu en as une autre? De mémoire, je pense que peut-être Kroon a aussi été assez injustement traité. Il a un passé intéressant, il est un peu plus développé. Fleur, sérieusement, c'est Fleur de la cour. Elle ne fait que crier dans le 4e film. Pour l'amour de Dieu, mec, c'est quoi ça? Quand tu regardes, tu te demandes, elle a été choisie pour quoi? Pour le tournoi. Elle crie et elle pleure, elle fait que crier et pleurer. Celui choisi pour le tournoi est le champion le plus honorable et compétent de l'école. La fille ne le montre pas lors de la première épreuve. Dans la deuxième épreuve, elle est sortie à cause des Grindelwald, ce qui arrive, d'accord, ça arrive dans le livre. Mais là, elle est sortie pour rien. Dans la troisième épreuve, elle entre simplement dans le labyrinthe, déjà désespérée, claustrophobe, et elle crie alors « Et c'est fini, tu vois ?» Voilà le résumé de Fleur, et quand Cédric apparaît mort, qui est la première à crier. Fleur de la cour. Dans le livre, ce n'est pas pareil. Ils disent qu'elle est aussi princesse de contes de fées que moi. C'est le faux Maugré qui le dit, hein, non? Donc, c'est un personnage qui a plusieurs répliques. Elle est antipathique, ce qui rend Hermione en colère. En plus de la jalousie, bien sûr, parce qu'elle est très belle. Hermione se met en colère parce qu'elle dit « Oh, Beaubaton est plus propre, c'est mieux, je ne sais pas. » Ils la décrivent avec une beauté incroyable dans les livres. L'actrice qui joue Fleur est très belle, mais d'après la description dans les livres, on dirait que c'est quelque chose d'un autre monde. Et, mec, je pense que Fleur a été encore plus lésée parce qu'ils ont omis l'une des histoires principales de sa vie, à savoir qu'elle est la petite fille de la sorcière du 71. Ouh. Tourou. Turu, je ne pouvais pas. Satanas! Tu attendais le signal, n'est-ce pas? Je sais que tu attendais le signal. Satanas, toi et moi! Mon TDAH est bien car parfois il me permet ce genre de choses. Vous avez vu? Quand tu as mentionné Fleur, je me suis rappelé la théorie sur la sorcière du 71 qui a étudié à Beaubaton. Alors j'ai dit, putain, je dois balancer celle-là. Waouh, les tenues identiques? Non. La théorie se base sur les tenues. Mec, quelle théorie? Et elle a dit qu'elle avait une sœur qui a étudié à la... Qui était à Paris? Ma sœur habite à Paris, je ne sais pas quoi. J'adore Chavez, mec. Et, Thiago, c'est sûr qu'on a encore plus de personnages lésés, mais je pense qu'on a fait une bonne liste, quand même. Une liste vraiment sympa, assez fournie. Non, totalement. Et c'est bien qu'on aborde ça justement pour voir ce qu'on peut attendre du développement et analyser au moment où la série sortira. Exactement. Oui, on va réparer. Ou on laisse comme c'est. Ouais, c'est ça. Oui? Aïe, on entre! En terrain très dangereux maintenant, les coupes dans la série. Non, je suis resté au premier. Mon gars, tu n'ouvres pas la bouche pour parler de coupe dans la série, ici chez moi. Non? Mec, frérot, s'il n'y a pas Harry et Hagrid dans la petite barque, en train d'y aller pour sortir de là, je vais m'énerver. Du troupeau, le truc du mariage? Mariage. Putain, le gars a pété un câble ici en direct, mec. Bon, les gars, passons à notre moment coup de gueule. Commentez en dessous, envoyez un message via le QR code et laissez des commentaires si vous êtes d'accord avec notre liste de personnages injustement traités. Et maintenant, passons à notre premier message du moment coup de gueule. Rafa, ce n'est pas ce qu'elle veut. Stéphanie Baldino a envoyé le premier message de la journée. Est-ce que vous avez une scène des films que vous connaissez par cœur? Waouh! J'adore le podcast. Vous êtes géniaux. J'aurais dû savoir que vous seriez ici, professeur McGonagall. À toi de compléter. Vas-y. Vas-y, fais ta Minerva. Je pensais que tu allais tout faire toi-même. Non, et moi, non, je n'étais pas prêt. Pas de souci, je connais ce dialogue. Je ne parlerai plus. Bonne nuit, professeur. Les rumeurs sont vraies. Je sais que oui, professeur, les bons et les mauvais. Et le garçon? Hagrid est en train d'apporter... Penses-tu qu'il soit prudent de confier une tâche pareille à Hagrid? Professeur, je vous confierai ma vie. Papa! Hagrid. Le courageux Hagrid arrive dans la nuit. La pizza de neige. Oh là là! Mec, pizza de neige. Oh, ça a bloqué, désolé. Ici. J'ai celle-là. Ah. Un garçon si beau, ne le touche pas. Harry! J'ai presque oublié que tu étais là. Non, debout devant les os de mon père. Waouh! Ouais, je le présenterai, mais j'ai entendu dire qu'il est presque aussi célèbre que moi, de nos jours. Le garçon qui a survécu. Comment les mensonges ont nourri sa légende. Si tu me laisses faire, je vais jusqu'au moment où Harry l'attrape.
Ouais. Le sommet de Ralph Fiennes, n'est-ce pas? J'adore cette samba. Ils l'ont affaibli. Après, Et après... J'en connais plusieurs de noms. Eh bien, Ennuyeux. tu sais, Guilherme a envoyé ici le message. Avec la nouvelle série Harry Potter qui arrive, qu'attendez-vous de la représentation de Luna Lovegood? Puis-je répondre à ce message en une phrase? Oui, tu peux. Comme Walter, justice, avec la petite glace. Justice. Non, mais on attend non seulement Luna, mais tous les personnages. Waouh. je veux d'Aluna spécifiquement. Je veux qu'elle... Les gars, non, j'adore Luna, d'accord? Mais je voulais qu'elle soit agaçante au début, pour être fidèle au personnage, pour avoir le contraste qu'il y avait, tu vois, entre elle et Hermione. Parce que Luna, elle est la représentation de l'ouverture d'esprit et tout ça. Et Hermione est super, super sceptique. Tout ce qui est dans le livre, c'est ce qui est juste. Donc Luna apporte une intelligence différente. Ça crée des tensions entre elles. J'aurais vraiment aimé voir ça, tu sais. L'amitié, c'est ce sentiment d'appartenance qu'elle ressent tellement fort qu'il la définit. Pas des amis Dans les chambres, c'est... d'elle. Oui, c'est très sympa. Quand Harry va chez Luna, il va dans sa chambre. Et il voit un tableau d'eux. Ils sont tous enlacés par le mot « ami ». En doré qui fait un cadre autour de la peinture. C'est vraiment cool, mec. Le nom de cette personne m'a surpris. Je me demande si c'est un vrai nom ou un surnom. Laisse-moi voir. Corvino Silva. Non, ça doit être Corvino de Corvinal. N'est-ce pas? Ouais, je pense aussi. Dans la dernière saison, je veux voir les élèves de Serpentard se battre à la bataille de Poudlard. Je suis d'accord. Moi aussi, je veux voir ça. Et enfermé dans les cachots. N'est-ce pas? Parce que cela s'est produit. Certains élèves de Serpentard, même s'ils étaient peu nombreux, se sont quand même battus. Mais n'est-ce pas Slughorn? Regarde comme c'est cool. Oui, je voulais vraiment que ce soit cool. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? La maison Serpentard a été très lésée dans les films. Je vais simplement ajouter un complément. Continue à compléter. Il est possible que quelqu'un dise « Non, le livre affirme qu'il ne restait plus personne de Serpentard. » Mais ensuite, Slughorn arrive en menant des renforts qu'il est allé chercher, et il y avait bien des gens de Serpentard qui combattaient là. La FN3 Daphné, je ne sais pas. Daphne, Ça doit être Daphné. c'est Diane FN3. Donc FN3 a envoyé « Bonjour mes chers, je vous suis depuis environ 8 ans et j'adore ce podcast. Votre interaction est magique. » Regardez ça, c'est arrangé, hein? C'est vrai. Mais merci Dayo. On fait de notre mieux ici. On est très content du projet et on espère que vous continuerez à nous suivre aussi. Merci beaucoup, Dayo. Le podcast, normalement, c'est quelque chose de très agréable à enregistrer pour nous. Parce qu'on discute ici comme si on discutait avec la caméra éteinte, vraiment comme des fans, donc c'est très sympa à faire. Diane Ferreira, vous êtes adorable. Merci d'avoir gardé la magie vivante pendant toutes ces années. Vous êtes sensationnel. Merci. Je suis ému. Mec, je trouve ce message super sympa. Mais c'est vous qui gardez la magie vivante avec nous. Je crois que ce sont les fans qui font vivre tout ça, hein, tu sais. Merci beaucoup. Ce podcast est fait pour être ici. Des amis discutent, vous écoutez et vous sentez inclus dans la conversation. C'est selon moi le principal. Et le dernier message dans le moment d'écrit d'aujourd'hui vient de Corvinicius. On a eu Corvino Silva et maintenant Corvinicius. Corvinal domine tout. D'ailleurs, on fait le test. Commentez votre maison là. Je veux savoir dans quelle maison de Poudlard vous êtes. Et ensuite, il y a le résumé des commentaires. Il y a un résumé, non? Tu appuies? Oui. Et là, il va dire laquelle a le plus de maisons. C'est vrai. Dis ma maison c'est celle de Poudlard et tout ça. Voyons qui domine. Corvinicius a dit « Je ne crois pas que la série sera racontée à travers Harry. Appelez-moi pour théoriser avec vous. » 100 gars c'est peu. 100 caractères c'est peu. 100 caracas et 100 caractères, tu vois? Et Corvinicius, la série va sortir bientôt. On aura de quoi faire plein de théories. Beaucoup d'analyses. Je pense qu'ils aborderont d'autres points de vue, surtout celui de Harry, mais aussi d'autres. Je vais te surprendre en lisant ce message ici, d'accord? Pour émouvoir mon ami Kako. Le dernier message du moment de l'embarrador d'aujourd'hui vient de Diego. J'ai traversé une période difficile en janvier et le Calderon m'a aidé comme un soulagement psychologique. Je vous remercie. Je suis content, mon ami. J'espère que les choses vont mieux pour toi là-bas. Et je suis content que le chaudron baveur ait fait partie de ce moment en tant que compagnie pour toi. Et je pense qu'une phrase, pour conclure, qui correspond même à l'épisode d'aujourd'hui et à la phrase de Diego ici, c'est que le bonheur peut être trouvé, même dans les moments sombres. Il suffit d'allumer la lumière,
Voilà, la session réservée d'aujourd'hui se termine. Merci les amis, on est ensemble. Merci encore. Notez-nous sur Spotify et likez la vidéo. Avant de finir la vidéo, je proteste car cette phrase m'appartenait. Cet épisode étant sur ma chaîne, mais Chego l'a dite avec bon cœur, donc je laisse. Donc voilà, j'ai utilisé la phrase J'ai aimé, bien, j'ai aimé. « C'est bon les gars, on est ensemble ?» Merci les gars, merci. Merci.